Et bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on va parler du nouveau phénomène qui est l'Aerox. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. C'est une nouvelle pratique qui est très très intéressante justement dans ce nouveau modèle hybride qu'on va rechercher, que ce soit au niveau de la santé ou même des performances. Et on a la chance de recevoir Alan qui est champion du monde du coup d'Aerox. Donc ça va Alan? Oui, ça va très bien et vous les gars? Impeccable et bien sûr Très bien. accompagné comme toujours de Pierre et Vincent. Ça va les gars, la forme? Tout va bien? Salut. Nickel. Salut à tout le monde. Ben, ça va être très très intéressant aujourd'hui, même si vous ne connaissez pas l'Aerox, ça va être l'occasion justement de vous parler de cette pratique. Donc, on va être très précis sur les chapitres. Donc, vous allez pouvoir avancer. Si vous connaissez l'Aerox, vous allez pouvoir directement aller chercher les chapitres dédiés. Donc, on va parler de l'Aerox, voir justement son intérêt pour les coureurs. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant. On va vous développer parce qu'en fait, c'est un mélange de renforcement et de course à pied. On verra aussi comment progresser en Aerox. Alain nous donnera ses techniques d'entraînement, donnera aussi des astuces sur les différents exos, comment progresser en course à pied. Vous allez voir que c'est quand même assez spécifique. Et bien sûr, on verra après des critères un peu plus généraux comme l'alimentation. On verra aussi le choix du matériel qui peut être intéressant. Donc, on prendra le temps, on mettra tout ça dans les chapitres. Vous pourrez avancer, reculer et choisir à votre convenance. Déjà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous connaissez ou non l'Aerox. Et je vais laisser à Alan le temps de se présenter. Excusez-moi, j'ai un peu parlé en début de vidéo. Je laisse te présenter, Alan. Alors bon, bonjour à tout le monde. Moi c'est Alan Kao. Je suis dans la vie, je suis d'abord coach sportif, père de famille et athlète Aerox depuis maintenant une quinzaine de mois. J'ai pratiqué moi le tennis à plutôt bon niveau dans le passé jusqu'à 19 ans. Puis par la suite, bon, suite à une blessure, j'ai arrêté du jour au lendemain, donc je suis passé de 4-5 heures de tennis par jour à zéro. Et je me suis après réorienté très logiquement pour moi dans un sport que j'aimais beaucoup, que j'ai beaucoup pratiqué aussi en même temps que le tennis plus jeune, le sambo, sport de combat, et qui me gênait pas. J'avais pas mal au poignet, donc j'ai fait quelques compétitions de pancrace et puis je suis devenu préparateur physique un peu par la force des choses parce que j'ai toujours été passionné et l'Aerox dans le plus grand des hasards en naviguant sur Instagram, je me suis dit ah c'est cool et voilà et l'histoire est belle. Ça fait Il combien de y a temps eu que un tu fais passage cette... CrossFit ou pas? Moi honnêtement zéro. Je me suis toujours entraîné de manière fonctionnelle. J'ai longtemps pas fait de compétition. Je faisais pas de compétition, mais je m'entraînais de manière la plus fonctionnelle possible pour qu'il y ait un transfert dans la vie quotidienne. J'ai toujours vu le, la musculation, l'entraînement comme un moyen d'être en forme, d'être capable de prendre des baskets, d'aller courir, de faire un foot, de pouvoir mettre les gants, d'aller boxer, d'aller faire de la lutte. Et voilà, donc c'est faire de la musculation pour la performance, mais pas que pour l'esthétique. Donc oui, Juste, voilà. juste pour cadrer aux auditeurs qui peut-être découvrent l'Aerox, est-ce que tu pourrais expliquer en quoi ça consiste et aussi les performances que tu as eues récemment? Alors, l'Aerox, c'est quoi? C'est une compétition qu'ils appellent hybride de fitness. C'est une compétition où on va mélanger de la course à pied avec des exercices de force, endurance de force. Il y a 8 fois 1 kilomètre de course et ces kilomètres de course sont entrecoupés de stations, donc de stations d'exercice. On a 8 fois 1 kilomètre et 8 exercices. Ce sont des exercices qui viennent du CrossFit, mais qu'il y a, à l'exception de la gym et de l'haltérophilie, qui ne font pas partie de l'Aerox. Donc, ça reste accessible à monsieur et madame tout le monde. Et donc, c'est plutôt cool. Ça attire pas mal de monde maintenant. Donc, voilà. Au niveau des stations, on a le ski erg, on a 1000 mètres, on a 50 mètres de sled push, euh, on a 50 mètres de sled pull où on va tirer. On a les burpees broad jump, on a 80 mètres, donc c'est des burpees avec des sauts horizontaux. On a 1000 mètres de rameur, on a 200 mètres de farmer carry, donc de marche du fermier avec des poids dans la main, 100 mètres de fente avec un sac sur le dos et des wall balls.
classique CrossFit. Il y a plusieurs catégories, donc c'est très accessible. Il y a Open, femmes et hommes, donc avec des charges. Et après, il y a la catégorie Pro. Il y a des doubles mixtes, mix relais aussi. Donc voilà, c'est relais, on peut se faire à 4, donc partager pour les gens les moins forts. C'est plutôt, ouais, c'est plutôt cool. Et c'est vrai que Et c'est très complet. Vas-y, Vincent. non, c'est juste pour ajouter, il y a aussi des tranches d'âge qui sont plus courtes que sur les compétitions CrossFit. Des tranches d'âge de 4 ans, du coup. Oui, c'est ça, ouais, c'est alors 16-24 au départ. Et après, c'est 25-29, 30-34, 35-39, etc. Et sauf en double où c'est 30-39. C'est les plus grand. C'est vrai que c'est un sport très complet. C'est vrai que le CrossFit peut-être est plus complet au niveau des mouvements avec de l'haltéro, des mouvements un peu plus techniques. Et l'Aerox, c'est plus complet sur vraiment des critères de base qui paraissent être la force et l'endurance. Peut-être que au Mm. CrossFit, on travaille moins l'endurance. C'est quoi les qualités pour être bon en Aerox? La vraie qualité, parce que tout le monde te dit faut être endurant, endurance de force. Je pense que la vraie qualité pour être un athlète de haut niveau, être un des meilleurs au monde, ça va être ta capacité je vais rentrer un peu dans le technique, mais à nettoyer l'acide lactique. Vraiment à nettoyer le lactate que tu produis. Et c'est ça le secret en fait. Je crois que les plus grands athlètes au monde, au-delà de leur performance en course à pied, ils ont une capacité à courir, même quand ils produisent de l'acide lactique, à l'éliminer beaucoup plus rapidement que monsieur et madame tout le monde. Parce qu'il suffit pas d'être juste un bon coureur pour les auditeurs. C'est vrai que c'est ça qui est important. Il y a Alors, d'autres critères qui rentrent en jeu. voilà, il y a d'autres critères, même si pour moi, les coureurs, les très bons coureurs sont avantagés. Je pense qu'ils sortent leur épingle du jeu. Quand tu vois le niveau de running qu'il faut pour être dans les 15 meilleurs au monde, c'est-à-dire que ce sont tous des mecs qui tournent la moyenne de leurs 5 kilomètres entre, on va dire pour le moins bon, peut-être en 16 minutes 30 et les autres sont tous à 15 minutes. Donc ils ont un niveau de course à pied quand même d'un niveau plus que correct quoi. Et pour les auditeurs, toi, sur ton 10 kilomètres et sur ce que tu cours sur chaque station, est-ce que tu pourras avoir à peu près une idée? Un 10 kilomètres pur, tu parles ou tu Ouais, parles sur ouais, mes... un 10 kilomètres pur avec les baskets où tu irais courir. Ouais, alors là, si je pense qu'actuellement, je dois être aux alentours de 35 minutes. L'objectif, c'est de passer sous les 35, là. Euh, et en aéroc, je cours, au championnat du monde, j'ai couru à 3,41 de moyenne. Vas-y, Vincent, je Voilà, te laisse je te laisse la C'est parole. juste pour connaître un petit peu tes perfs en semi, parce que j'ai écouté un podcast où tu disais que tu étais pas un coureur élite, mais tu as quand même de grosses capacités. Je crois que tu cours en 1,20 le semi, ouais, c'est juste pour ça. placer Mm. le contexte. Ouais, c'est ça, ouais, je suis dans le tour du Nord 20. Je pense que je vais être plus fort dans pas longtemps parce que je m'entraîne un peu mieux. Mais en fait, ma plus grosse qualité, je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. En fait, c'est pareil, c'est ma capacité à produire en fait très peu d'acide lactique à des allures qui sont assez folles. J'ai fait un test de lactate il y a une semaine, donc c'est tout frais. J'avais fait sur vélo, je suis pas très bon. Et là, le test de lactate sur tapis roulant, en fait, je me suis mis à produire 4 moles par litre seulement à 3,20 au kilo. Et en gros, on te situe que à 3 moles par litre, tu es plutôt encore correct. Et avec les stations, tu rajoutes souvent, tu bascules vite à 4. Et moi, c'est à 3,20. En fait, c'est pour ça que je suis bon. Ce que me disait mon entraîneur d'ailleurs. Ce qui est intéressant aussi, la question qu'on peut se poser pour les auditeurs, je pense qu'il va y avoir beaucoup de coureurs qui vont écouter ce podcast parce on va justement essayer de les inciter à faire de l'aérox. Est-ce que ça permet de progresser en course à pied de faire l'aérox? Euh, Ça va dépendre. Enfin, je pense que ça va dépendre comment tu t'entraînes. Si t'as pour objectif de performer à l'Aerox, il est certain qu'il faut avoir un volume de course à pied décent. Je pense qu'il faut, voilà, minimum tourner. Moi, je suis monté jusqu'à avant les championnats du monde jusqu'à 100 kilomètres. Donc c'est quasiment le volume d'un gars qui prépare un marathon à peu près. Donc c'est quand même, sachant que en fait dans ces 100 kilomètres, il y avait quand même beaucoup de qualité, beaucoup de qualité. Il y avait très peu d'easy run finalement. Pour vous donner une idée, avant les championnats du monde, le lundi, jeudi,
tournais à quasiment un semi dans la journée à des allures entre 3,40 et 4. Je faisais Ok. 2 séances au seuil. Je faisais une séance au seuil lundi, jeudi, parce que je faisais beaucoup de seuil. Et à quasiment, après, donc ça faisait 10-12 kilomètres, et quasiment en deuxième session dans la journée, je faisais 10 kilomètres à peu près en compromise run. Parce que, Donc c'est con. Vas-y, excuse-moi, mais vas-y. c'est que hormis cette progression, c'est vrai qu'en course à pied, souvent les gens ne font pas de renfo. Souvent, hein, c'est la majorité des gens, ils courent, ils aiment bien ça, ils aiment pas le renfo. Et c'est vrai que est-ce que commencer une prépa aérox, pas forcément pour performer comme tu le dis, mais plus en se disant, ben, ça va m'obliger à m'inscrire à une compétition, à faire du renfo. Et est-ce qu'on va pas justement avoir une forte progression au début, vu qu'on n'est pas habitué à faire du renforcement? Est-ce que cette progression qu'on va avoir grâce au renfort, justement, elle va pas nous permettre de franchir peut-être un cap plus facilement en course à pied? C'était ça ma question, excuse-moi. Ah, je pense que la problématique des personnes qui font beaucoup de courses à pied, c'est que bah, justement ils font pas de renfort spécifique. Et je pense que je pense que ça peut apporter énormément aux coureurs. Ouais, bon, je pense que oui. Si c'est bien cadré, si c'est bien calibré, je pense que oui. Mais pour moi, la première base, oui, je pense que c'est quelqu'un qui se met à l'Aerox, s'il court un peu, et il sera plus avantagé que finalement que quelqu'un qui fait que de la musculation. Parce que c'est 60% de course à pied, quoi. Et on dit que c'est un sport plus abordable techniquement, mais est-ce que finalement c'est accessible au plus grand nombre? On dit que ça peut être un sport longévité, tu vois, Honnête- ça combine un petit peu l'endurance, les qualités physiques. Et finalement, est-ce que c'est vraiment accessible honnêtement, au plus grand nombre? honnêtement, oui, hein. Honnêtement, oui. Il y a pas vraiment de limite de temps. Quand tu vois que au championnat du monde, il y a un papy de 80 ans qui a terminé à son rythme, hein, ça a été très difficile, mais il a terminé. J'ai envie de te dire oui. Ça demande pas des qualités techniques incroyables. Euh, franchement, les skills sont pas non plus. C'est pas voilà, il y a pas de snatch à faire, il y a pas de gym. Donc oui, j'ai envie de te dire oui. Mais euh, mais oui, oui, franchement oui. Et c'est vrai que pour se préparer, ça a l'air quand même difficile. Toi, tu fais notamment du coaching, il me semble encore un petit peu, tu Ouais, as ouais. quelques personnes. Comment tu fais pour faire progresser quelqu'un? Est-ce que tu fais un bilan déjà pour voir si peut-être la personne a une faiblesse sur certains mouvements ou est-ce que peut-être elle est faible en course à pied ou en force? Comment tu fais pour analyser tout ça? Alors moi j'ai longtemps fait du one-to-one. J'en fais encore. J'en ai beaucoup fait. J'en fais moins. Même si à la rentrée, je vais me concentrer un peu sur voilà, garder une vingtaine d'élèves en one-to-one. Mais c'est vrai que tout ce que je fais en suivi à distance, pour là, Skyrock, j'ai une trentaine d'élèves à distance. Chaque élève, la première semaine de coaching, je leur fais des tests. Je leur mets souvent un test de 3000 mètres ou de 5000 mètres. Un test sur les ergots, donc sur le ski erg rameur, j'aime bien faire à 2000 mètres, des tests de force et des tests d'endurance sur les wall balls. J'aime bien, voilà, j'ai mes bases de tests et en fonction de ça, j'établis un programme, des axes, des objectifs à suivre. Et voilà. Après, pour monsieur et madame tout le monde, il faut aller à l'essentiel. Je pense que pour faire un temps à l'Aerox correct, il faut aller à l'essentiel. Après, quand il y a un individu qui est plus fort, je pense qu'il faut affiner. Mais je pense qu'il y a certaines bases, certains principes à respecter pour monsieur et madame tout le monde pour faire un temps correct. C'est intéressant sur les tests. Est-ce que tu vas travailler des tests spécifiques aux ateliers que tu vas retrouver dans l'Aerox ou est-ce que tu vas faire des mouvements plus généraux comme peut-être le squat, le deadlift, des choses comme ça? Ouais, alors moi Après, ça va dépendre le moment de la saison. Là, on était un peu en période, ce qu'on appelle pour nous, hormis les personnes qui vivent proche de l'Australie, il y a beaucoup de courses en Australie. Mais sinon, c'est un peu le off-saison là. Et les premières compétitions qui arrivent, c'est plutôt octobre, on va dire. Et ça va commencer à Amsterdam, va y avoir Nice, il y a un enchaînement Donc moi, la majorité des élèves, en fait, on dispose d'un peu de temps. Et en fonction de ça, j'établis des axes de travail, si tu veux. En muscu,
on est sur des mouvements de base, sur le développement de la force, l'hypertrophie quand on est en off-saison, parce que ça prend quand même pas mal de jus, si on fait pas mal de volume en muscu. Et après, j'affine le travail, plus on se rapproche de la compétition, plus on rentre vers du spécifique, du travail un peu d'endurance, développement de l'endurance spécifique, notamment, où je vais coupler des exercices de force comme le deadlift avec du sled pull, etc., etc. C'est vrai que c'est intéressant parce que je pense que tous les 3, que ce soit Pierre, Vincent et moi, on a peut-être 3 profils complètement différents. Moi qui serais peut-être, on va dire, endurant mais très nul en force. Pierre, au contraire, qui serait peut-être fort en force mais pas très endurant. Et Vincent qui serait au final le plus peut-être hybride de tous les 2. Comment tu feras en fonction de ces 3 profils pour nous conseiller, pour justement progresser? Comment on pourrait faire? Bah, je pense que dans une première étape, c'est établir le temps qu'on a jusqu'à la première compétition. On part sur une base de 16 semaines pour tous les 3. Donc, au préalable, donc semaine de testing, je vais vite voir votre niveau. Je pense un gars comme toi, Alexandre, tu cours très bien. Tu as un bon volume de run. Je pense que tu vas manquer de force au set pull, sur le push. Je pense que peut-être un compromise run, même si tu cours très bien, tu as des défaillances aussi, parce que si tu en fais. Donc, toi, je vais aller cibler de suite. Je pense que ton 5 km ou ton 3 km va être correct. Je pense que peut-être ton rameur va être correct. Il va y avoir peut-être juste un travail technique si tu n'as jamais trop touché au ski ergo rameur à faire. Mais je pense que l'axe de développement sur les premières semaines, toi, ça va être vraiment de développer de la force, développer ta base de force et après affiner au fil des semaines. Je pense que pour Pierre, ça va être de rajouter du volume de course à pied progressif. Il court pas beaucoup. Moi, j'aime bien rajouter 10% chaque semaine, tu vois, sur les élèves. Pas passer de 10 bornes à 40 en une semaine. Et pour Vincent, qui se situerait plus ou moins au milieu, je ciblerai vraiment des endroits où on va pouvoir gagner du temps. Si tu voilà, je pense en course à pied, il aurait à gagner un peu. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être très fort. En fait, pour l'Aerox, ça n'a pas besoin d'avoir un développement de force incroyable. Déjà, ça, faut bien se le mettre dans la tête. Moi, j'ai longtemps pensé qu'il fallait être très fort, mais en fait, c'est assez faux parce que il y a des gabarits, notamment Pelayo qui a fait quatrième mondial en Elite 15, qui est un ancien triathlète et qui a des maxi en muscu. Si je vous les donne, vous allez rire. Et il est à Vas-y, 60 kilos envoie, hein. développé, il est à 60 kilos développé couché sur une rep, à 101 kilos au squat et 114 au deadlift. Ouais. C'est pas exceptionnel. Et c'est pas des données que j'ai prises, c'est lui qui me l'a confirmé. Tu vois, il y a quelques exceptions comme Hunter qui est très puissant, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un powerlifter pour être à l'Aerox, pas du tout. Donc voilà, l'idée, si je vous dis, c'est vraiment d'être capable de nettoyer cet acide lactique assez rapidement. Et voilà, c'est un sport particulier. Le compromise run, c'est vraiment quelque chose de fin. Tu peux C'est le vraiment le définir, run. s'il te plaît, juste pour Ouais, les si tu peux auditeurs? définir ça, ouais. Alors donc ce qu'on dirait en français, ce qu'on peut appeler le run compromis. Donc ça va être le run sous fatigue. Ça va être tout simplement aller par exemple aller faire un 400 mètres simple et aller faire maintenant 20 squats euh, à votre poids de corps par exemple et enchaîner un 400 mètres. Ce n'est plus le même 400 mètres. Et c'est ça en fait, l'Aerox c'est pas courir simplement un kilomètre comme ça, c'est courir en étant sous fatigue. Donc vous allez pousser un sled de 200 kilos pour les pros, 4 fois 12 mètres 5 et après vous allez partir faire votre kilomètre. Je peux vous assurer que c'est pas la même chose que courir un kilomètre sans avoir rien fait avant. Et est-ce que toi, dans ta préparation, et même pour nous, par exemple, si on veut s'entraîner, est-ce que tu nous conseillerais de ce fait de plutôt faire le renfort le matin et courir l'après-midi pour avoir un peu cette logique de fatigue musculaire? Ou est-ce que dans une semaine d'entraînement, c'est pas forcément judicieux et tu prends pas ça en compte? Alors moi j'ai tendance à alors si on est un peu off-saison, faire des blocs vraiment de force. Moi quand j'ai un off-saison, j'ai pas mal d'athlètes qui ont des compétitions qui sont assez loin. Je te prends le profil d'un triathlète que j'ai, qui est plutôt un très très bon triathlète. Euh, en fait, lui, on est sur une base, il faisait que du crossfit. Du coup, depuis un moment, son entraîneur de crossfit lui faisait faire que de la force, euh, peu de run, et que du run compromis. Et en fait, lui, si tu veux, il a perdu beaucoup au niveau de course à pied. Du coup, moi, ce que je fais avec lui, comme on a beaucoup de temps, on a fait vraiment on est vraiment sur du développement de force.
Donc lui, il a 3 séances par semaine de force et après pour l'instant, il a que du running pur, séparé. Il a le lundi, il a la force, mardi, il a le travail sur les ergos, l'après-midi, il a un travail de course à pied, ainsi de suite. Donc il a 3-4 séances de course à pied, donc tout est séparé. Après, quand on rentre proche de la compétition, moi j'aime beaucoup faire un travail de force, de musculation, de renforcement, mais qui est beaucoup moins important qu'en off-saison, le volume est beaucoup moins grand. Et après, très souvent, j'inclus un travail de conditioning spécifique à la fin des blocs de force. Après, au niveau des interférences, je m'en moque un peu maintenant parce qu'on n'est pas sur du développement musculaire, hypertrophie pour être un bodybuilder. Donc, interférences, les 6 heures de décalage qu'on préconise, je m'en moque un tout petit peu. Et quand tu te rapproches Vincent du spécifique, finalement, est-ce que tu travailles sur tes compromise run? Est-ce que tu vas faire un travail de force et Énormément. puis tu vas intercaler, ouais. C'est la base c'est la Énormément. grosse difficulté. J'ai tendance à dire pour quelqu'un qui peut s'entraîner 6 fois par semaine, ce qui est relativement correct là, déjà, 6 fois par semaine. En moyenne, voilà. Si on prend 12 semaines, si on a un max de 12 semaines, le premier bloc de 6 semaines, j'aime bien mettre 1 ou 2 séances de compromise run dans la semaine, 2 séances de force et 2 séances de course à pied. Et après, j'aime basculer peut-être avec garder 1 ou 2 séances sur les profils de force et basculer sur 2 voire même 3 compromise run et voir et peut-être 2 running, voilà, à voir. Et voilà, moi comment je vois le truc, plus on s'approche, plus on fait du spécifique. Et quand tu fais tes runs sous fatigue, comment tu construis avant tes exercices? Est-ce que par exemple tu vas faire juste, allez, on va dire peut-être les fentes par exemple, et après derrière tu vas courir? Ou est-ce que tu fais plus de fatigue musculaire encore en associant peut-être 3 ou 4 exercices de renfo avec derrière un run? Comment tu fais? Est-ce que tu fais juste un Alors, exo de renfo et un run, ou plusieurs exos pour être encore plus dans de la fatigue musculaire et un run derrière? Est-ce qu'il y a une logique? ouais. En fait, moi, si je vous donne une semaine type, alors ma préparation a énormément changé par rapport à ma victoire au championnat du monde. Je m'entraîne plus du tout pareil. Alors, la préparation elle a été quasiment parfaite au championnat du monde. Je suis arrivé à un pic de forme, mais je pense que sur le long terme, ce rythme d'entraînement à cette intensité-là, j'aurais pas pu le tenir trop longtemps. Alors, je suis pas un individu qui se blesse trop. Voilà, hormis ce poignet, mais là, c'est la faute à pas de chance. Je suis pas quelqu'un qui va toucher du bois, mais de faire des déchirures, des contractures. Je suis pas quelqu'un qui se blesse facilement. Mais si vous voulez, j'avais le lundi, j'avais 2 séances, donc ce que j'appelle moi les hard days, où je doublais. Le jeudi hard day aussi, donc ce sont les 2 jours. Et le troisième où j'avais une intensité proche de la course. Ça pouvait être des simulations, mais pas forcément des simulations, mais des intensités proches de course, où j'allais courir 8 à 10 km, donc presque même un Arox plus. Et après les autres, c'était plutôt des easy days ou des jours modérés. Donc en général, le mardi, c'était beaucoup d'easy run avec du bike and run. Le mercredi, c'était plutôt modéré, donc c'était beaucoup de travail un peu moins traumatisant, où plutôt que courir et faire des stations, je faisais de l'assaut bike. Donc pour laisser un peu mes articulations récupérées. Le jeudi, c'était donc hard day, je repartais donc une séance d'intervalle plus force et conditioning. Vendredi, bike and run, et samedi, c'était la cartouche de la semaine. Et en fait, j'ai vraiment, j'ai vraiment, j'ai vraiment changé. Là, je fais vraiment du spécifique, c'est-à-dire que en fait, le samedi, maintenant, je fais quasiment ce que j'appelle Aerox Endurance. Je fais quasiment 90 minutes d'exercice non-stop Aerox, mais à une intensité qui est plutôt plutôt basse, plutôt basse. Et après, je fais un volume de running où je double quasiment tous les jours mes entraînements, mais j'ai augmenté mon volume d'ergo. Je fais beaucoup de travail d'ergo, donc beaucoup de ski, beaucoup de rameur, mais à basse intensité. Donc, je fais ça. La force, j'en fais 2 fois par semaine parce que je suis quand même assez fort au niveau muscu. Et tout ce qui est running, en fait, je suis plutôt sur du développement. Là, en ce moment, sur ma développement de VO de max et mon seuil. J'ai fait très peu en fait de VO de max.
j'étais avec des allures en fait finalement qui étaient pas hyper rapides pendant ma préparation au championnat du monde. Et là, je remets beaucoup d'allures, beaucoup de VO de max où je vais faire beaucoup d'allures. Dans, dans tes entraînements, au final, est-ce qu'il y a des exos en particulier qui créent trop d'interférences et qui ne te semblent pas juste de mettre en place, par exemple en renforcement traditionnel? Est-ce qu'il y a des choses que tu as enlevées complètement de ta prépa? Pas vraiment. En muscu, là, c'est vraiment très simple ce que je fais. Je me casse pas la tête. Je refais un peu de volume. Je touche un peu à tout. Je fais quand même beaucoup de bas du corps, l'air de rien. Haut du corps, j'en fais. J'aime bien couper les exercices de muscu avec un travail un peu technique des fois. Ça peut être du travail même. Je peux aller faire du tirage et aller faire du travail de placement de pied sur les burpees. Je peux aller faire du travail de sangle abdominale, mais par exemple, je fais des wall balls, sit-up. Je fais des sit-up et je jette le wall ball. Je fais un travail vraiment. En fait, je fais un travail beaucoup plus fin que ce que je faisais avant. J'espère que ça va porter ses fruits, mais je fais un travail beaucoup plus fin là en ce moment. Je travaille beaucoup ma technique de step pull. J'affine des détails, placement de pied sur les burpees. C'est beaucoup mieux. J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Je suis moins fatigué et j'ai un plus gros volume. Et pour nous, par exemple, surtout pour moi qui ai pas de force, qu'est-ce que tu me conseillerais comme exo? Peut-être le squat, Ouais, la deadlift. base. Est-ce qu'il y en a d'autres justement? Moi, je suis très base. De toute façon, j'ai toujours été base. C'est-à-dire que moi, je me suis entraîné longtemps. Je n'utilisais pas de machine déjà. Donc, squat, deadlift, traction, pronation, supination, rowing. Donc moi, je trouve que les machines, elles ont leur bienfait. Attention, je dis pas qu'il faut pas les utiliser parce que en prévention, il y a des exercices qui sont fabuleuses. Mais non, moi, je suis très classique quand même. Squat, bench, deadlift, strict press, bench press, le classique. Franchement, j'invente rien. J'invente rien. Et le bench press, à quel moment est-ce que tu vois le transfert dans l'Aerox? Sur les Bah, burpees? exactement, quand même sur le travail sur les wall balls, parce que même si tu prends sur la cage thoracique, tu vas quand même développer de la puissance pour le wall ball quand même, parce que les épaules travaillent, les triceps travaillent. Moi, je suis plus si tu veux rentrer dans le spécifique, pour le close grip bench press, tu vois, le prise serré. Donc, tu vas te rapprocher un peu plus voilà, dans la spécificité, mais ça va quand même t'aider pour ça va t'aider pour les burpees, les wall balls, le squat, ben, je t'en parle même pas. Pour les sleds, même pour le wall ball encore. Les fentes, si tu es plus fort au squat, voilà, travail unilatéral. Ça a de toute façon, tous les exercices de base ont leur impact, hein. Et quand tu vas justement travailler peut-être un peu plus proche de la spécificité, excuse-moi Vincent, est-ce que tu vas travailler plus lourd? Par exemple, tes fentes, je crois que c'est 30 kilos, il me semble, en compète. Est-ce que toi, par exemple, tu vas travailler à un moment des fentes dans des WOD où tu vas te mettre peut-être à 40 kilos ou 50 kilos, où tu vas faire moins de répétitions? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vas travailler ou tu restes toujours sur cette base de 30 kilos? Non, non, ça m'arrive. Alors les wall balls, c'est un peu mon point fort. Je les ai beaucoup surchargés. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup à 12 kilos. Et c'est ce qui m'a permis de gagner, notamment l'année dernière, on va dire presque 3 courses, mais 2 courses sûres. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis arrivé cinquième au championnat du monde et en cinquième position au wall ball, je crois que j'avais 30 wall balls de retard. Pour 100, hein. C'est énorme, hein. Ouais. Ça correspond quasiment à 45 secondes, minutes, hein, de retard. Ok. Et oui, moi je les surcharge, pas tout le temps, parce que quand je veux faire du spécifique, en fait, je peux mettre le poids, ou ça m'arrive même de travailler un peu plus léger. Aussi, là en ce moment, ça m'arrive de travailler le set pull pour travailler mon dynamisme, ma technique, pour que ça soit fluide en fait. Donc je travaille des charges plus légères. Mais c'est-à-dire que je suis assez loin d'une compétition pour l'instant. Ma première est en octobre. Donc là, je suis dans un travail qui est fin. Donc j'essaie de trouver en fait de trouver tous mes paces sur les ergos, de trouver toutes mes stratégies de burpee, comment je peux placer le pied idéalement. Donc en fait, je suis dans une approche beaucoup plus fine maintenant, moins brute. Là, j'ai des datas, j'ai eu pas mal de data avec toute l'année de course qui est passée, et je pense que je peux aller gagner un tout petit peu partout. Et 15 secondes fois 8 stations, bah, ça fait pas mal. Et après, bien sûr, si j'arrive à mettre mon niveau de course à pied au niveau des élites, des 15 meilleurs au monde,
ben, j'aurai leur niveau, donc j'en suis pas très très loin, mais c'est l'objectif. Vincent, tu avais Et une question, de il me semble. l'extérieur, on n'a pas fait d'Aerox, nous, et on a l'impression qu'il y a une dominante de force au niveau des membres inférieurs comparé au haut du corps. Est-ce que tu confirmes ça? Oui, je confirme ça. Ouais, ouais, honnêtement, oui. Alors, on voit les petits gabarits qui souffrent souvent sur les wall balls parce que l'air de rien, quand tu fais 100 reps à 9 kilos wall ball, ça fait mal. Mais oui, globalement, tout farmer carry, c'est un travail de grip, c'est pas un travail de force. Les burpees, c'est pas de la force pure sur le haut du corps, c'est plutôt de l'endurance de force. Donc, non, honnêtement, pas du corps on va dire à 70-75% pour moi. Ah, le La step pull, c'est difficulté. tech. Vas-y, Oui. dis-moi. Ouais, vas-y, finis. Non, je Vas-y. disais, le step pull, c'est un peu dur au niveau force, mais quand je vois qu'il y a des individus qui ont pas du tout de force, qui ont pas de deadlift, qui sont pas forts, et qui arrivent à déplacer la charge plus vite que moi, et alors que moi, j'ai un maxi au deadlift qui est 3 fois le leur bientôt, tu vois. Ouais, bien sûr. Oui, tu disais que Donc, le En set fait, la pull, je pense c'était qu'il y a difficulté, finalement. j'ai l'impression, c'est plus dans la répartition de l'intensité. Excuse-moi, Vincent, c'est la répartition. Tu vois, tu dis par exemple, à des moments, je vais augmenter, je vais porter plus que sur les compétitions. Mais est-ce qu'au contraire, en course à pied derrière, tu vas en faire beaucoup moins, tu vois, à contrario? C'est pour donner une idée pour les gens, comment on fait pour gérer cette intensité? pas forcément. Ça va dépendre de ce que je vais chercher. Moi, j'ai actuellement, pour donner un exemple, donc j'ai cette séance du samedi qui est très longue, mais qui a une intensité assez faible, RPE, donc pour ceux qui connaissent un peu les RPE, donc difficulté 5 sur 10, mais qui est très longue. C'est vraiment de faire du flow, un peu de faire tourner la machine longtemps. Et sinon, j'ai une séance vraiment dure le vendredi, et où je vais sur piste, où je vais aller faire pas mal d'allure au départ sur un premier bloc d'allure, et après je vais aller faire du compromise run. Et en fait, j'aime bien varier les allures. C'est-à-dire que je vais peut-être caler des burpees avec du run et je vais travailler sur deux allures. Je vais faire peut-être un 800 mètres avec une allure à mon seuil 1, 400 mètres et je vais basculer sur du seuil 2 sur 400 mètres. Donc, je varie beaucoup. Après, j'aime bien moi arriver à un moment donné faire toujours un peu plus de distance. S'habituer à faire plutôt que 1000 mètres, 1100 mètres, 1200 mètres. Mais ça varie. En fait, ça varie. Je drive le volume au fil des semaines. Je veux pas passer d'un coup d'un volume de 50 km dans la semaine tout compris à 70 la semaine d'après. Ouais, pour essayer de résumer un petit peu pour les auditeurs cette partie-là, est-ce que tu pourrais nous donner une semaine type en fonction de trois profils, donc les Ah, bon, trois, Pierre, on moi et va Vincent. commencer par Pierre, il est en haut sur mon écran. Et alors Pierre, donc il a un profil plutôt force, on va dire. Donc il a une bonne expérience en musculation, il a des maxi qui sont plus que corrects. Donc on part sur cette base-là. Pierre, c'est ça? Ouais, on va faire Donc ça. on dit que Pierre a une défaillance en course à pied, qu'il a allez, 5 km, attention, je veux, qui est de, on va dire, allez, 5 minutes au kilomètre, donc 25 minutes, il court Hmm. correctement, mais c'est pas. Donc moi, Pierre, je lui mettrais au préalable, on part sur un bloc de 12 semaines, on a une compétition dans 12 semaines. Je lui mettrais peut-être sur les six premières semaines. Moi, j'aime bien faire donc des phases de travail plus une semaine de récup. Donc si on a 12 semaines, je mettrais 5 semaines donc où je lui mettrais deux séances de musculation par semaine. Peut-être faire une séance bas du corps, une séance haut du corps. Euh, avec bon un travail juste en fait de lui l'objectif c'est juste de maintenir sa force donc faire juste du maintien et pouvoir développer un peu peut-être son endurance spécifique donc développer par exemple faire un travail de transfert faire un travail par exemple de soulevé de terre avec du sled pull euh, un- oh un Vas-y, travail t'inquiète. un travail par exemple, de développer couché avec le travail de ski erg, donc vraiment un travail de développement de l'endurance locale. La base, je lui mettrai, donc on part sur le principe que Pierre, tu peux t'entraîner 6 fois par semaine. Donc voilà, si tu faire du 6 sur 7 je lui mettrai 3 séances. Vas-y, dis-moi Pierre. Et oui, de toute façon, c'est ça que tu nous disais tout à l'heure, c'est que si je veux préparer une compétition, de la même façon que Pam et Vincent,
c'est 6 séances par semaine, c'est ça Non, Faut du volume. non, faut du volume. Après, si demain tu me dis j'ai 3 fois, on va aller à l'essentiel, c'est-à-dire que je vais raccourcir ton temps de muscu. On va peut-être faire qu'une demi-heure, c'est-à-dire 1 heure à 1h15 de séance. Et peut-être que c'est cette demi-heure de muscu où je vais aller au basique, on va faire juste un peu de back squat, par exemple, sur la séance bas du corps, un travail unilatéral, c'est hyper important, un travail de fente, une variation de fente. Je vais peut-être après, derrière, t'introduire peut-être 40-45 minutes de travail de conditioning spécifique à Irox. Donc, tu vois, D'accord. c'est vraiment un travail comme ça. Il fait tout tomber, Alex. Ouais, je suis désolé les gars. Il fait des nous, sled on aime push le avec, Ma direct. caméra ma caméra qui me lâche derrière, je pense c'est la chaleur, j'ai mon ordi qui brûle, mais c'est Il pas fait vraiment des pas ça. sled pull avec sa caméra plutôt, Ah ouais. ouais. Attends, juste j'essaye de trouver un moyen de me la bloquer, mais excusez-moi les gars. En fait, je sais pas, j'ai un Bah, autocollant derrière et il va tout tenir. Tu l'as pas Allez. mis. Mais Tranquille. oui, après, donc, mettons quelqu'un qui voudrait faire 4 séances par semaine. Et est-ce que de faire, par exemple, sa séance de renfort spécifique à Aerox, peu importe que ce soit des fentes ou du ski air, et derrière de faire du compromise run, est-ce que ça te semblerait être un format intéressant ou À, pas à, forcément? à 120%. À 120%. Je pense que sur un individu débutant, ça peut être compliqué d'aller faire un gros volume de séance. Si un débutant, tu lui Hmm. fais faire une demi-heure, 45 minutes de muscu, 45 minutes de conditioning, ça peut être compliqué. Ça peut être très Derrière, il va compliqué. être fracassé. Hmm. D'ailleurs, c'est les séances que je crains honnêtement, ce sont les séances que je crains le plus finalement parce que faire 45 minutes de muscu et partir sur un conditioning qui peut être un peu long, bah, c'est ce que j'ai fait durant toute ma prépa. Mais qu'est-ce que je l'ai craigné cette séance? Donc, Hmm. oui, faire peut-être un petit bloc de renfort. Tu sais, il y a pas, comme je disais, il y a un peu avant, on n'a pas besoin de avoir beaucoup de force. Donc peut-être faire, moi j'aime bien travailler sous format démom, faire 20 minutes de démom, donc des par chaque minute, prendre 4 exercices de renfort pour le haut du corps, équilibrer les chaînes, pousser horizontal, pousser vertical, tirage vertical horizontal, faire un travail de 20-30 minutes et aller sur l'essentiel. Moi, j'aime bien mettre des semaines types, c'est-à-dire que je vais mettre des focus Aerox chaque semaine. C'est-à-dire que, par exemple, Pierre, on commence sur notre bloc de 12 semaines. On part sur 4 séances par semaine. On fait un lower body, un upper body avec du conditioning. Et la première semaine, on va mettre focus sled, push et pull. Tu vois? Donc sur tes 2 conditioning qui vont durer une demi-heure, par exemple, ou 40 minutes, peut-être une demi-heure la première semaine ou même 20 minutes, on va y aller progressif. On va faire un travail de sled. La semaine d'après, on va faire un travail, par exemple, on va garder le pull, on va mettre un travail de burpee avec. La semaine d'après, on va mettre un travail de burpee avec des carrés. Et je cycle comme ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus productif. Tu vois, par exemple, moi je sens que j'ai une faiblesse sur peut-être le grip, par exemple, je veux le bosser. Tu me conseillerais de le bosser pendant combien de temps? Au moins un mois, en faire 2, 3 fois par semaine tout le temps? Ou est-ce que vraiment je pars sur une série de 3, 4 mois si vraiment c'est mon point faible et je le bosse vraiment en spécifique, spécifique, spécifique? Quand on va à l'essentiel, sur quelqu'un qui a un problème de grippe, en fait, c'est pas là où tu vas avoir un gain de temps énorme à l'aéroc, c'est la station quasiment la plus facile. C'est la station qui dure normalement, logiquement, moins de 2 minutes pour la majorité des gens, j'ai envie de dire. Si tu veux, c'est une station finalement où on passe peu de temps. Après, ça peut être un travail un peu ce que j'appelle un peu le travail caché, c'est-à-dire que pour un gars comme moi, peut-être que d'aller gagner 10 ou 15, 10 secondes, ça va être énorme, l'impact il va être énorme. Mais oui, c'est sûr que si d'un coup tu me dis j'ai fait un Aerox et que tu as mis 4 minutes pour faire les 200 mètres, mais moi je l'ai jamais vu ça. Donc mettre un trop gros focus honnêtement sur du farmer carry, Après, pour, quand je dis grip, c'est plus un exercice, une faiblesse. Ça peut être complètement, tu vois, par exemple, mes wall balls, je sais que ben, c'est mon point faible. Au bout de 10, je suis complètement explosé. Ben, est-ce que ça, c'est du coup les wall balls, quelque chose que je vais insister et je vais travailler dessus moi pendant j'insiste, 3 semaines? ouais, ça, honnêtement moi je mets un gros travail sur les, je mets un gros travail sur les wall balls. Je mets un gros travail sur les wall balls parce que là, par contre, pour le coup, on voit des gens même très très forts, mais même très très forts avec des gros exploser dessus. Au championnat du monde, moi, je vous explique, j'arrive à la 5e place, je finis premier, donc les mecs explosent, même si c'est ma station plutôt, c'est celle où je perds une de mes meilleures stations. Mais quand tu vois des mecs comme Michael Sandbag qui arrive premier au championnat du monde, je crois qu'il arrive, j'ai regardé la vidéo il y a cette semaine, il avait, je crois, 12 ou 15 wall balls d'avance.
et il a craqué, il a explosé. Il a fini avec quasiment 8 wall balls de retard. Ça lui a causé les championnats du monde. Donc, Ok. et Et on savait que c'était sa faiblesse. surtout que le wall ball, ça a une position stratégique dans ta course, parce que c'est l'agré, c'est le dernier agré. C'est ça. C'est ça. C'est la dernière station. Et est-ce que tu tu disais travailles sur. aussi Excuse-moi, est-ce que tu travailles aussi des changements, tu dis de faire des runs sous fatigue, est-ce que tu les travailles aussi avec du vélo, par exemple, en faisant un bloc de force à vélo et après derrière tu vas enchaîner avec de la course à pied ou c'est des choses que tu fais rarement? Pour l'instant, j'en ai pas fait. Le vélo est un super outil pour alléger la contrainte mécanique de la course, qui est quand même trop très traumatisante en plus pour un individu de mon gabarit, parce que je fais pas 70 kilos quand même, je suis assez lourd. J'ai fait des tests de lactate quand même sur vélo, donc pour au futur travailler sur vélo. Dans la prog EMF, on met un bloc de vélo d'ailleurs pour développer. Je pense que le vélo a vraiment son intérêt dans une prépa Aerox. D'ailleurs, je crois que l'ancien champion du monde Hunter en off-saison fait énormément de vélo. Il fait 80% de vélo pour 20% de running, je crois. Pareil, c'est un gros gabarit. Je pense que quand on veut durer, il faut se préserver. Donc, je l'utilise pas actuellement. Je l'utilise plus en recovery. Mais oui, ça, c'est une très bonne question, Alex. Oui, je pense qu'il faut l'utiliser. Mais du coup, tu le travaillerais plus pour le cardio que pour la force. Parce que tu vois, par exemple, on avait Julie, qui est une triathlète, qui nous disait que elle faisait des séances de vélo vraiment de force avec un gros braquet pendant un temps très réduit et qui simulait presque en fait des séances de renforcement en général, comme type squat ou autre. Toi, tu le vois plus Je comme quelque pense, chose de cardiaque. ouais, cardiaque, mais je pense que pour développer l'endurance locale au niveau des jambes, je pense que c'est fantastique parce que la douleur que ça produit le vélo, c'est un peu ce que ça produit sur l'effort de sled, par exemple. Ça brûle, ça congestionne les cuisses. Je pense que ça peut être très intéressant de coupler vélo et course à pied. Alors moi, je les ai beaucoup couplés, mais je les couplés sur un format un peu bike and run, où j'allais faire 70 minutes de vélo et du run derrière. Donc c'était des séances qui étaient plutôt longues, mais ce que j'appelle moi un peu les séances brick session, un peu vraiment la séance de base. Donc je pense que même moi, j'utilise beaucoup les lasso bike. Tu vois, avec où je vais travailler, ça m'a beaucoup apporté où je travaillais pendant 3 4 5 minutes au-dessus de 300 watts. Et donc le cœur monte pas tant que ça. Par contre, au niveau brûlure, ouais, ça travaille quand même vachement dans l'endurance de force locale. Et derrière, je devais faire les stations, donc c'était intéressant, puis beaucoup moins traumatisant. Et le vélo peut être une bonne variante pour les sleds, pour l'entraînement au sled, qui parfois est un peu Oui, je difficile à pense. trouver dans les salles. Oui, après le sled pour développer, si en général s'il n'y a pas de sled, il n'y a pas d'assaut runner, mais ça paraît. Ce qui est bien, c'est le tapis incurvé, vous savez, les assaut runners. On peut mettre une difficulté assez poussée dessus, se mettre les bras et travailler un peu comme ça. Après, moi, ce que j'aime beaucoup pour reproduire l'angle du sled push, ce sont les fentes, mais vous savez, les fentes Zercher avec la barre ici. En Ok. termes de gainage et en termes d'inclinaison de buste, ça met une charge devant plutôt que derrière. Donc c'est pas mal. Back squat quand même, l'air de rien quand même, si t'es fort sur le back squat. Et après, il y a un travail un peu technique, un peu de placement sur le sled push aussi. Mais c'est pas le travail le plus technique qui existe non plus, mais oui, quand même le sled push, ouais, c'est compliqué. J'ai eu beaucoup de questions comme ça. J'ai pas de sled, comment je fais? Après, il y a une box, vous savez, les box en bois. S'il y a une moquette, la pousser. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Après, chez Basic Fit, il y en a certaines des salles où il y a des Oui, il y en sleds, a, ouais. hein, pour Ouais, pas mais faire de la bon, pub. Pas toutes, mais il y en a, mais des fois les quelques-unes. sleds, tu sais, il y a que les barres sont bloquées dans un sens. Et Hmm. tu es obligé de tourner le sled pour repartir de l'autre côté une fois que tu arrives au bout de ta moquette. Il y a pas, même des box de CrossFit, il y en a qui n'ont pas de sled, qui n'ont pas de moquette. Il y a des box de CrossFit qui n'ont pas beaucoup de skiers. C'est pas si facile, en fait. C'est pas si facile. C'est pas si facile. Bon, après, le Aerox est en train d'exploser, donc il va y avoir de plus en plus de sleds. Et peut-être qu'on peut rentrer dans les tips. Là, tu parlais du sled push. Il y a plusieurs Mm. positions, j'ai cru comprendre. Est-ce que tu pourrais décrire un petit peu les positions techniques dans le sled push? Alors, moi, j'ai fait la grosse erreur sur mon Aerox à Paris.
Mon premier, on va dire, c'était mon deuxième Aerox. En fait, j'en avais fait un simple, deux en double, et lui c'était le quatrième. Non, le cinquième, parce que j'avais fait la barre. Oh non, le quatrième, c'est bien ça. Et en gros, si vous regardez les vidéos, j'explose à cause de deux raisons. En fait, j'explose parce que je pars trop fort. Donc, au niveau gestion de course, un Aerox c'est long. Et en fait, moi, j'ai eu un entraîneur qui me disait stick your pace en anglais. Et il avait raison parce qu'en fait, un Aerox, c'est long. C'est très long. Même 1 heure d'effort, 58 minutes d'effort, c'est quand même très long. Il se passe beaucoup de choses. Donc, il y a cette première étape là, cette première cause où j'ai explosé. Bon, je gagne la course, mais j'ai quand même explosé pendant quasiment 10 minutes où j'étais à la traîne. Franchement, je suis passé de la première position à la quatrième. Et il y a le fait que j'ai mal placé, pour moi, hein, alors il y en a qui poussent comme ça, qui sont très forts, mais j'ai mal placé mes mains. Euh, En fait, parce que j'ai mis mes mains là, en haut, et j'ai poussé. Et en fait, si vous voulez, ça m'a mis vraiment une Est-ce trop que tu peux les grosse. décrire, s'il te plaît? En fait, on met les mains en haut et je m'incline vers l'avant et je pousse avec les mains en haut sur les barres. Et en fait, le problème de ce placement-là, c'est que ça met une très forte contrainte sur les quadriceps. Et les quadriceps qui sont pleins, qui sont très congestionnés, bah, le problème c'est qu'après pour repartir courir, c'est extrêmement difficile. Et dorénavant, je mets les mains en bas. En fait, je me mets en position comme ça et je pousse les mains ici. Donc j'attrape mes barres, je mets les épaules à l'intérieur, je plonge bien à l'intérieur et je pousse. Et je pousse comme ça, donc j'ai plus de force. J'ai un impact qui est mieux réparti entre la chaîne postérieure et les quadriceps. Donc du coup, bah, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, je crois. Pierre? Mais là, par contre, tu vas avoir les biceps en feu et pour le sled pull, ça va te prendre de l'énergie, non? Comme ça? Honnêtement, pas du Ouais. tout parce que bah, tu mets les épaules à l'intérieur et en fait tu t'aperçois que même avec la force des avant-bras, tu pousses un tout petit peu, tes épaules poussent, donc tu gagnes en fait beaucoup plus parce que t'as beaucoup plus de surface en contact avec le sled. Et franchement, si vous avez l'occasion, en fait moi tu le vois, de toute façon c'est simple, tu le vois. Je prends cet exemple-là. Ouais, vas-y, dis-moi, Vincent. Non, c'est juste dans cette technique que tu utilises. Donc, en fait, tu mets les bras le long du sled. J'ai vu un tips où il soulève légèrement l'arrière du sled pour qu'il soit plus facile à faire glisser. Je sais pas si. Alors oui, mais alors, le problème c'est que tu le soulèves, il se tangue dans la moquette. Souvent, si tu soulèves trop. D'ailleurs, moi, tu me mets une Ok. charge open, si je pousse trop fort, il se tank. Donc non, je trouvais le juste équilibre en fait entre le soulever et en fait le faire glisser. Si tu le soulèves trop, il se plante. Mais honnêtement, c'est quand même assez lourd pour le soulever, c'est pas facile. Donc souvent, ils arrivent à le soulever quand c'est en charge open. Donc déjà, c'est pas pareil. Et si tu veux, il y a même des tips où le mec te dit de pas rester au milieu et d'aller sur le côté où c'est plus usé. Non, en gros, voilà, les mains en bas, les épaules bien à l'intérieur, buste bien penché, quasiment face au sol, le buste. Et c'est comme ça que je pousse. Ça me permet d'avoir beaucoup moins mal et d'avoir. En fait, c'est simple. Moi, je l'ai vu. De toute façon, c'est un gamin que j'entraîne qui n'a rien à voir avec l'Aerox. Qui a un tout petit gabarit, qui est un joueur de tennis. Un gamin qui est tout fin. Et en fait, un jour, il y avait le sled. Il y avait 230 ou 240 kilos dessus. Et en fait, je lui dis en rigolant, je lui dis si tu arrives à le pousser, Thomas, je te paye une canette. Il met les mains en haut. Il bougeait pas. D'un coup, il met les mains en bas, il rend les épaules intérieures et il a réussi à le bouger. Il a bougé de ça. Et en fait, rien que ça, déjà, tu vois qu'il a eu plus de force en mettant les mains comme ça. Alors là, il ne bougeait pas le sled. Ça veut tout dire. Et honnêtement, je vois très peu de mecs dans les 15 mettre encore les mains comme ça. J'en vois très peu. Et ce qui peut être intéressant, là, on parle d'un exercice, mais c'est voir un petit peu ta stratégie. Tu dis que c'est important de gérer son effort. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être partir du départ et donc partir peut-être du ski erg et donner des conseils mouvement par mouvement. Par exemple, le ski erg, tu pars comment? Tu pars vite, tu pars doucement, tu gères ton pace. Alors, Comment bon, tu fais en fait? Est-ce qu'on pourrait décrire un petit peu ta course et exercice par ouais. exercice? Alors moi je respecte vraiment la plus grande différence entre ma course à Paris
et mes deux victoires donc à Malaga et au championnat du monde, ça va être ma maturité dans la course. J'avais gagné en maturité en fait, en expérience. J'ai mis mon ego de côté sur ces deux courses. Je me suis pas affolé, surtout. En fait, l'affolement, souvent ça part tellement fort que tu subis la course en fait. Tu pars avec les gars. Donc je m'affole plus. Je sais que c'est long, c'est pas un 100 mètres. Donc je pars à mes allures. Je pars à mes allures de course. Tu parles de bon rythme sur ton pace. Comment tu fais pour connaître ton pace? C'est quoi les éléments? C'est Alors, savoir respirer. alors déjà, le premier truc, j'ai écrit un post sur ça là il y a quelques jours. C'est pour ça que je demande souvent au préalable à mes élèves un test de 2 km sur rameur. Et j'ai tendance à dire qu'un test de 2 km au rameur ou au skieur, pardon, mais je demande. J'ai tendance à dire que les 2 km, le temps aux 2 km sur skieur ou au rameur, on rajoute 5 à 10 secondes le jour de la course. Et ça correspond plutôt à cette allure. Donc si vous avez une moyenne de 1,45 sur 2 km au ski erg, bah, j'ai tendance à dire ouais, que vous allez tourner à 1,55 de moyenne le jour de la compétition. Vous n'allez pas exploser. Voilà. Moi, Et, et- je me pace à fond. et au niveau technique, est-ce que tu as des petits tips à donner pour les auditeurs sur le ski erg? Alors c'est moi qui tire de cette manière, c'est-à-dire que moi, j'ai tendance à tirer beaucoup en haut du corps. J'utilise très peu les jambes pour laisser mes jambes récupérer. Donc j'ai tendance à vraiment à peu utiliser, vous savez, vraiment le bas, à descendre trop bas pour pas trop me faire mal aux cuisses. Donc j'utilise quand même, c'est presque de la triple extension. Je vais chercher la pointe de pied, je descends, mais moi je descends pas trop bas. J'utilise beaucoup la force de mes dorsaux et triceps. Ok. Ah, c'est vrai que Hmm. c'est assez intéressant parce que je pense que même si on va en parler et après donc tu vas courir, tu gardes ton pace. Est-ce que tu fais t'essayes vraiment de garder toujours le même pace ou est-ce qu'au départ tu pars peut-être au contraire plus doucement que les autres? Je pars pas plus doucement, je pars à mon allure. Il y a des Ok. mecs qui partent comme des fous. Moi, je pars à une allure que je connais, une allure sur laquelle je sais que je vais la tenir. Après, il y a des paramètres, bien sûr, que je vais pas gérer. Je peux pas tout gérer. Je peux avoir un problème, une panne. Mais en général, je pars à des allures que je connais. Je sais en fait, là, c'est moi ce que j'aime dans l'Aerox, c'est que au fur et à mesure de la course, tu vois les gens disparaître. C'est ça qui est fascinant parce que les gens partent très fort et tu les vois step by step. Il arrive le moment du set push, les mecs ils explosent. Il arrive le moment du set pull, les mecs ils explosent. Et au burpee, tu en vois plus, des fois. Et ça va se jouer entre les personnes. Donc c'est ça que j'apprécie moi vraiment dans ce sport. Et le pace que tu choisis à l'Aerox, c'est lequel alors? C'est comment tu fais? Comment tu choisis ta vitesse? Bah, après, tu sais, je fais tellement de séances de run, de run compromis que je connais mes allures sur lesquelles je suis assez bien, où j'ai un rythme cardiaque, où je vais pas exploser. Je sais qu'à 160, 165 pulses sur le run, je suis très à l'aise. Tu vois, je monte pas très très haut en fait. Je suis pas un individu qui monte très très haut non plus. Mais voilà, je sais que à ce rythme cardiaque là, bon, je le regarde pas, hein, mais je me connais en fait tellement par cœur, j'en ai tellement fait que ben je suis hyper à l'aise. Je les yeux fermés. En fait, c'est comme si c'est comme si au championnat du monde à 3,40 j'étais bridé. Vous voyez? Que j'étais vraiment à mon plafond et j'étais à l'aise. J'étais vraiment un bateau qui avançait à son rythme. Et voilà. Et j'ai pas. D'ailleurs, j'ai envie de dire presque, je récupérais sur la course à pied. Ok. Ouais, t'as mieux pour toi, hein. Et t'as réussi à garder ton 3,40 sur les 8 kilomètres? Ou est-ce qu'à un moment t'as quand J'ai même été. chuté un peu? Non, honnêtement, j'étais hyper régulier. Trop 3,41, bien. 3,42, 3,38, 3,42. Ouais, j'étais hyper régulier. Donc Et tu en cons- double, le lendemain, j'ai fait la même chose. J'ai fait un double le lendemain et j'ai fait 3,42 avec mon partenaire. Et on était hyper régulier. Vas-y Vincent. Et chez tes élèves, ça se décrit pareil. Du coup, ils arrivent à garder le même pace ou tu vois une chute au niveau de la vitesse de course? Non, il y a une chute. Alors souvent, il y a une chute. Tu remarques souvent une chute après les wall balls. Après les wall balls, après les fentes, je dis n'importe. Les Plutôt après sleds.
Ouais, Ouais. ouais, c'est bon. Il y a une chute après les fentes, souvent après les sleds et les burpees aussi. Ça fait très très mal, donc tu remarques souvent que les temps de course ils prennent très très cher. Et souvent le moins bon run c'est le dernier, c'est le dernier run avant les wall balls, souvent quand même. Donc l'idée en fait, ils ont une gestion de course qui est moins bonne aussi. Donc là, nous, on a fait le skiac, on a fait notre premier kilomètre de course. Ensuite, donc, tu rentres dans quelle optique? Alors, explique-nous un petit peu. Après j'arrive au step push, souvent donc je suis pas premier. Souvent je suis pas premier, je suis bien placé mais pas premier. Step push, moi j'ai une particularité. J'ai une particularité, c'est que je suis pas sûr d'aller très vite sur le set push, mais je suis capable quasiment de faire les 4 fois 12,5 mètres unbroken. Souvent les mecs vont faire des pauses au milieu, à plusieurs pauses même, genre moi même au championnat du monde, les meilleurs. Et moi je fais le premier aller unbroken, je fais un léger décompte dans ma tête de 5 secondes, je repars, deuxième, troisième, et le quatrième je fais la moitié, je mets mon ego de côté, je fais la moitié, je pose pour pouvoir recourir après derrière, récupérer un Hmm. peu, repousser et recourir. Moi, c'est ma stratégie. D'accord. Donc là, tu repars sur ton 3,40. Hmm. On arrive sur le pull. Alors, tu nous conseilles quoi ensuite sur le troisième exo? Alors cette poule, c'est pas ma station la plus forte, c'est pas celle où je souffle le plus, mais c'est étonnamment c'est pas celle où d'ailleurs c'est mon axe de travail. Alors je pense que techniquement il y avait des détails à faire parce que je souffle pas dessus. C'est pas un truc. En fait je le vois un peu le set pool comme une chorégraphie. Je prends ma corde, je mets de la tension, je fais 6 pas arrière, je lâche ma corde, je reviens 6 pas arrière, je fais mon décompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, je viens chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, je reviens chercher 1, ainsi de suite. Je me pace et je me calibre en fait, énormément. C'est comme une choré de danse. Là, tu parles des 6. C'est obligatoire ou c'est toi Non, c'est qui a moi qui trouvé fais, cette longueur? c'est moi qui fais 6. D'accord. Il y a un rapport sur la corde à avoir entre trop tendu, pas assez tendu. Il y a quelque Bah, chose si tu veux, à regarder par si rapport à tu ça? veux, le premier truc difficile dans le set pool, c'est le manque de tension. Donc il faut mettre de la tension au départ parce qu'il y a du mou. Et après donc moi une fois que j'ai mis de la tension, je viens tirer, faire mes 6 pas arrière, mettre ma corde bien sur le côté, je viens la chercher, 6 pas, je reviens, boum. Et c'est vraiment de la choré. C'est du rythme, hein. Et Oui, au niveau c'est technique, finalement comment l'agré tu... le plus technique. Ouais, oui, oui, j'ai envie de dire oui quand même. Ouais, c'est peut-être un des plus techniques, je pense. Ouais, celui qui va demander le plus de. Ouais, ouais, je pense que oui. Finalement, je pense que oui. Mm. Tu pourrais nous décrire ton mouvement peut-être pour les auditeurs? Est-ce que tu vas tirer, faire une extension au niveau du dos? Est-ce que tes C'est ça. fessiers, comment tu te En fait, places? j'ai eu un petit défaut championnat du monde, c'est que je partais légèrement trop bas. En fait, je vais vous montrer, c'est que on est ici, on est en position, donc on est ici, je suis fléchi, et en fait, moi, j'allais chercher un peu trop bas. Donc, une fois que je suis là, je viens faire ma première partie de tirage, une fois que j'ai la tension, et je vais me déplacer vers l'arrière, faire mes 6 par arrière, je reviens, je viens chercher ma corde, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme un mouvement Ok. de deadlift, où je vais faire mon extension de hanche. Une fois que j'ai mon extension de hanche complet, je me penche, et je me déplace vers l'arrière. En fait, tu viens choper l'inertie et après tu marches, tu fais tes pas Exactement. arrière. Ok. Et là, est-ce que tu as pareil, tu as une technique sur la fin pour essayer, juste vu que tu vas recourir, pour pas trop fatiguer la chaîne postérieure, est-ce que tu calmes un peu ta dernière Pas partie vraiment. ou non? Alors, ça fait pas si mal je trouve que ça fait pas trop mal, moi, à la chaîne postérieure. En fait, ça fait mal un peu au quadriceps parce que quand vous marchez avec le poids, ça crame un peu devant parce que on est jambes tendues, ça me crame un peu les quadris. Mais, globalement, il fait pas si mal que ça, je trouve, physiquement. Il fait Ok. un peu mal aux avant-bras, après sur le quatrième, mais ça va. Ça va. Ok. Par Donc contre, là, on il fait repart. perdre du temps. Là, on repart et là, arrive le moment fatidique. Là, pour moi, c'est le milieu de course, quatrième station, burpee. Burpee broad jump. Là où ça fait peut-être le plus mal de chez mal.
Donc Comment là, tu les fais alors? Petit saut, grand saut, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher loin, on va pas chercher loin? alors, Est-ce qu'on fait une jambe, pas une jambe? J'ai entendu que tu faisais avec une jambe et pas les 2 d'un coup. C'est quoi cette histoire? alors j'ai tout essayé. Le premier Aerox de ma vie sans préparation, j'avais fait le classique burpee, genre poitrine au sol, on saute avec les deux pieds et ainsi de suite vers l'avant, donc le classique. J'avais préféré faire des grands sauts mais moins de sauts. Bon, stratégie qui vaut 0, moi c'était le premier. Et après j'avais tendance à ramener un pied sur deux. Donc vraiment en step up, vraiment où je fais poitrine au sol, je ramène une jambe devant un peu comme un peu l'araignée là, vraiment je ramène ma jambe, je ramène l'autre à côté et je saute. Et là au championnat du monde, j'ai changé, donc j'ai été moins performant en termes de temps, d'une quinzaine de secondes je crois, mais j'étais beaucoup moins mal qu'à Malaga, c'est-à-dire que j'ai fait comme les débutants, c'est autorisé, j'avais les mains là et j'ai ramené mon genou de la jambe arrière au sol. J'ai mis ma jambe devant, l'autre de la jambe gauche, j'ai ramené ma jambe droite et j'ai sauté. Comme un débutant qui sait pas faire un burpee en fait. Donc du coup, ça a été OK. ça a été moins rapide, mais j'ai été beaucoup mieux après. Je me rappelle qu'à Malaga, les 300 mètres après les burpees, ils m'ont massacré. Parce qu'en Vincent? termes de stratégie de course, la transition, là, le compromise run derrière les burpees, c'est le plus compliqué au niveau cardio, non? Et ouais, à Malaga, je crois que j'étais monté à 5, j'avais regardé ma montre à ce moment-là parce que j'étais vraiment pas bien, 180. Et honnêtement, ça fait mal, ouais. Ça fait très très mal. J'étais allé vite, hein, mais ça m'a fait très très mal. Donc ça, j'ai pas voulu le Ouais. revivre au championnat du monde. Donc je me pace, pareil, je me pace. Je sais qu'il va me falloir voilà une soixantaine de sauts et et voilà, je prends step by step et après ça avance hein, de toute façon, hein. Ça marche. Donc là ensuite on part sur le rameur, c'est ça? Ensuite on court, le Ouais, rameur. le rameur, c'est vraiment la station où je me focalise sur faire redescendre mon rythme cardiaque. J'essaie de me concentrer sur ma qualité de tirage. Euh, je tire vraiment le plus proprement possible. Les quelques mètres avant de repartir courir, donc aux alentours de 800 mètres, je descends un tout petit peu mon pace. Si je suis à une 45 de moyenne, je bascule à une 50 ou 500. Donc, je descends un peu, j'essaie de tirer plus en bras et tu sais, un poil moins les jambes pour pouvoir un peu mieux recourir après. Et et est-ce que tu viens changer la position des mains aussi pour travailler plus les biceps à des moments ou ou Non, 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 tu non, restes j'ai toujours jamais, sur un non, non, tirage classique? non, j'essaye même pas. Et je t'allais te dire, il faut même pas lâcher la barre parce que si par malheur tu t'amuses à changer et qu'elle te glisse des mains, tu prends pénalité. Donc, Ah je OK. peux te dire que je la lâche Il pas, je la tiens bien et je fais mes 1000 mètres. Bah en fait, je vais pas à fond, tu vois. Je me gère. tu te gères. Ouais, je me OK. gère. Donc Après vas-y Vincent. je te coupe Vincent, mais moi les erreurs que j'ai pu commettre, c'est mettre des dampers, vous savez, la résistance, et la mettre sur 7 à l'Aerox, pour les hommes et 6 pour les filles, je crois. Automatiquement, on peut changer qu'une fois. Et en fait, mon erreur sur toutes mes courses précédentes, c'est d'avoir mis la résistance beaucoup trop haute. Je l'ai laissé à 7. Et si je vous dis à combien je travaille actuellement, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Je mets 4 sur le skiak, 5 sur le rameur. Et OK. je suis tout aussi performant avec beaucoup moins d'énergie dépensée. Ouais, erreur. Vincent? Et comment ça se passe avec les juges? Il y a des juges qui viennent te faire des no-reps parfois sur les agrès? Oui, bah quand t'es devant, t'es quand même très surveillé. À Malaga, j'avais un juge, il me lâchait pas. Wall ball, t'as quelqu'un tout le temps. Burpee, quand t'es devant, t'es premier, ils te lâchent pas. En Elite 15, eh ben, ils ont un juge par personne, de toute façon. Sur les courses qualificatives, les majors, c'est pareil. Après, pour Monsieur Mam, tout le monde, c'est envie de te dire, c'est un peu moins surveillé quand même, hein. C'est un peu moins surveillé, mais c'est moins embêtant, il y a moins d'enjeux. Est-ce qu'il y a des règles où toi tu as pris des no reps peut-être, je sais pas, le wall ball, il faut être vraiment un squat complet, je vois Ouais, les le burpees, c'est wall quoi? ball, il C'est faut tu mets les vraiment mains aux gratter. pieds? Ouais, burpee, main au pied, fente de genou au sol, sled, bon, faut faire les 4x12 mètres 5, faut passer la ligne. Farmer carry, bon, fait à 200 mètres, t'as le droit de poser. Wall ball, parallèle, faut casser la parallèle et toucher la cible aussi. Mais au championnat du monde, il y avait un truc électronique.
Ok. C'était une cible Donc là, électronique. on a fini le rameur. On repart courir, j'imagine encore, hein, on lâche pas. Ouais, Bon, il y ça a le commence à farmer être qui dur là, arrive. je pense, non? Non, en fait, quand vous passez cette étape de course, vous avez fait le plus dur. Moi, je suis Ok. content parce que je sais qu'il reste le farmer carry. Je sais que farmer carry, bah, c'est pas le plus dur. Il y a 200 mètres à faire. Donc, farmer carry, le premier tip, c'est de pas faire l'erreur, de pas oublier de mettre les mains dans la magnésie. Ok. Tu les mets quand? Euh, Avant? ah ouais, Bah tu oui. as Juste arrivé, avant en le fait, farmer? ouais, tu as les kettlebells et tu as le saut de magnésie. Ok. Donc, pas oublier. Et moi, bon, je l'ai mis, j'ai fait des vidéos, je sais pas si t'as vu à l'extension extérieure. En fait, le kettlebell, donc il a cette forme-là, là en haut, on va dire la prise en main. Et en fait, moi, je mets ma main sur la partie incurvée, la partie comme ça, et je l'attrape avec les pouces vers le bas. Ça me permet de désengager un tout petit peu vraiment les avant-bras. Parce que quand je prends pleine main, vous savez, vous le prenez vraiment droit comme ça met une grosse tension. Tu le prends à l'angle, c'est ça? C'est Ouais, tu ça, le je le prends à prends l'angle. exactement, je le prends à l'angle et le pouce vers le bas, en fait, comme ça, et ça me permet de désengager un peu les avant-bras et d'avoir une meilleure prise en main, une prise en main qui est beaucoup plus pratique. Comme ça, il tourne pas? Ok. C'est ça, le kettle? Exactement. Ouais, elle tourne pas et ça désengage énormément de tension sur les avant-bras. J'ai vu pas mal de vidéos Et, qui avaient vachement bien marché sur Instagram sur ça, mais et est-ce qu'au niveau des coudes, est-ce que tu viens fléchir légèrement le coude? Est-ce que tes bras tendus? Est-ce que tu non, viens engager les Bras trapèzes? tendu. bras tendus, épaules Ouais, hyper relâchées. Hyper hyper relâchées, je mets relâché, ok. le buste légèrement en avant pour m'aider un peu du balancier, un peu des kettlebells, buste en avant et je me pace aussi, je pars pas trop fort parce que c'est assez traître. Parce que le fait d'avoir 32 kilos dans chaque main, ça fait quand même, moi je trouve que ça fait quand même un traumatisme au niveau des ischio-jambiers. Ça fait des chocs, des secousses, et comme tu as déjà pris un peu, donc je me pace, je cours pas, je marche vite. Ok. 32 kilos, je croyais que c'était 25, moi. 24 kilos pour C'est les en open. élite là. Ouais, Ok, ok. en Ah, c'est pro, élite, ok, d'accord. ouais, pro, Ça c'est 2 marche, fois ok. 32. Ça marche, ça marche. On part quoi? On part courir alors, et là, c'est le plus dur pour toi ou pas, les feintes? En fait, c'est très long. C'est quasiment un effort de plus de 3 minutes. C'est plus de 3 minutes, en général. On va dire entre 3 et 3,30 si tu es assez efficace. C'est long. Alors moi j'aime bien parce que j'ai mal. Hein. Attention, je souffre comme tout le monde. Mais pareil, je vois pas mal de mecs s'effondrer dessus et j'adore parce que j'aime bien en remettre. Je sais qu'il reste plus rien et des fois je double les mecs dessus et je vois ça leur fait mal. Donc je mets du rythme, mais c'est du mental. C'est vraiment du mental. C'est vraiment mental parce qu'il reste plus rien quoi. Il reste 1 kilomètre et sans wall ball. Ok. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur le Tour de France, quoi. Tu sais, genre, tu places une attaque, le mec, il est mort Exactement. derrière, toi, t'en Mais peux plus, mais tu as mais tu raison. crois que tu veux lui montrer que Ça t'es fait encore craquer. bon, mais t'as plus rien. Mm. Tu le Oui, manges. oui. Ouais. Ouais, c'est Ouais, un peu ça, hein. ça se Ouais, passe là, ouais. en fait. Oui, oui, c'est vrai. Mm. Et sur les wall balls, t'as une technique, j'ai vu, tu laisses relâcher les bras sur chaque montée, c'est ça? Comment tu fais? Tu Wall pousses et ball. tu Wall ball, relâches? déjà, ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que ta première série sera la meilleure. De toute façon, quoi qu'il arrive. C'est anormal si tu fais 20, d'un coup tu fais 40, tu vois, ça veut dire. Donc moi, je pousse la première série à mon maximum. Je me dis pas, oh, j'en fais 25, 25, 25. Je la pousse. En général, j'arrive à en faire 50 unbroken. Et après, j'essaye de diviser ça en 2 séries. C'est dur, hein. Mais faire 25-25 ou 30-20, comme je peux, mais au courage. Oui, quand je commence à avoir mal aux épaules sur la première série de 50, en fait, je jette, donc je tends. Et en fait, j'ai tendance à du coup, plutôt que les garder là. En fait, je fais ça, je fais une boucle, je les relâche un peu pour me lever un Ok. peu de tension. Après, moi, il y en a beaucoup qui me disent de le prendre par là pour avoir moins de tension que là, pour moins congestionner. Moi, je suis pas à l'aise avec se lancer les mains ici. Moi, je préfère le prendre comme ça. Donc, après, il est vrai que ça met un peu de tension sur les pectoraux et tout, mais moi, je préfère être comme ça plutôt que comme ça. Ok. Et tu disais une Toujours erreur, pareil, limiter son effort, pas exploser. c'est que Ouais, tu Vincent? amènes aussi la balle au niveau du ventre. Et finalement, en fait, il faut juste la garder au niveau du visage pour avoir moins de distance et moins de fatigue Ouais, moi, je la sur mets ton pas là, je la geste. mets vraiment ici au niveau claviculaire. Et après, j'essaie pas mal de monter sur l'extension de pointe de pied, comme un push press en muscu, Hmm. pour m'aider de tout, hein, de faire vraiment mon extension complète. Et voilà, hein, parce que c'est pour ça d'où l'importance de travailler ses mollets, l'air de rien. C'est un petit muscle, mais faire du calf raises, c'est pas mal quand même.
Et est-ce que tu as une nutrition particulière pendant la course? Est-ce que comme dans un sport d'endurance, tu vas prendre un gel à un Alors moment et si oui, à quel moment? je le faisais pas, j'en prends un avant de commencer, et un en milieu après les burpees en général. Et tu prends quel grammage de glucides pour les auditeurs pour Euh, avoir une idée à peu près? je prends 25. OK. Est-ce que tu penses que tu pourras aller chercher un peu plus? Enfin, ça paraît, très Oh, léger par rapport à d'autres, sports d'endurance ouais, notamment ouais, où bah on va après moi chercher j'ai un plus pote, 90. j'ai un pote triathlète sur le vélo, il prend 120 par heure. C'est sûr Ouais, que, ouais, c'est énorme. bah déjà il y a la praticité, c'est qu'on est en effort, on court, c'est moins pratique. En compensation, c'est un effort d'1 heure. Je pense que quand même 50 grammes de glucides, quasiment en 1 heure, c'est quand même pas mal, sachant que je bois souvent une boisson pendant mon échauffement d'électrolytes avec 35 grammes dedans. Donc ça fait pas mal quand même, tu vois. OK. Après, Plutôt des gels, la perf, j'imagine, non? Ouais, c'est de garder le gel après les burpees. C'est quand même déjà une perf, ça. ouais. Et franchement, c'est pour moi, après, c'est un game changer. Ouais. Et c'est vrai que tu en parles dans un podcast aussi et j'avais eu beaucoup de remontées par rapport à Paris où il y avait eu beaucoup d'erreurs de parcours, la manque de lucidité. Est-ce que tu pourrais justement expliquer aux auditeurs comment on pourrait faire pour, pas perdre de temps, de pas se tromper dans les boucles? Parce qu'apparemment il faut rentrer à des moments, Je crois que ça m'est jamais arrivé de me tromper. En général, ben, en fait, c'est de pas perdre sa concentration. Là, j'ai fait une dernière compétition qui était pas un Aerox, qui était un DK, et à un moment donné, il y a un mec qui est tombé devant moi et qui s'est ramassé, il s'est pris les pieds avec un mec, mais il s'est ruiné. Et en fait, je l'ai regardé et ça m'a perturbé. Et à un moment donné, j'ai dépassé ma station et je savais plus en fait si j'avais fait le tour. Donc c'est vraiment en fait garder la concentration. Après, moi, j'ai la chance souvent, c'est que je suis pas seul et je suis avec des potes. Et souvent, je leur demande de se mettre déjà à un endroit fixe pour que j'ai un repère visuel à chaque tour. C'est hyper important. Pour moi, au niveau timing, en fait, je passe, j'ai besoin de prendre de l'énergie. Et souvent, j'ai un pote qui me dit, là, tu vas faire ton deuxième, là, tu vas faire ton troisième, ainsi de suite. ouais, donc pour les auditeurs qui veulent faire un Aerox, servez-vous de vos potes pour vous aider, Ouais, ouais. Et après, il y a ça un peut être tableau intéressant. d'affichage quand même, hein. Il y a un tableau d'affichage quand tu passes qui te dit s'il y a 3 tours, il te dit par exemple là là t'es au 1, là t'es au 2, là c'était à la station 4 par exemple. Mais c'est vrai que c'est pas si facile à lire. Moi, le meilleur moyen c'est d'être concentré, je pense, hein. Et pour l'hydratation, est-ce qu'il y a des tables où on peut s'hydrater pendant la course? Oui, oui, il y a des tables. Il y a des gens qui servent des gobelets. Tu bois, bon, tu bois pas beaucoup. Je sais que certains athlètes, je sais que Pelayo, il prend une flasque carrément. À un moment donné, ouais, il prend. Enfin, après, je sais pas. Moi, je bois un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. À Malaga, je crois que j'ai pas bu. Alors, je me suis fait taper sur les doigts par mon père. Il m'a dit, mais t'es un fou, ils ont tous bu, t'as pas bu. Mais au championnat du monde, je crois que en simple, j'ai dû boire une fois. J'ai pris un verre, en fait, j'ai pris un tout petit peu et j'ai recraché. Ouais, je pense qu'il faut boire, je pense, mais bon. Mais à Malaga, Et après t'avais vas-y, une excuse-moi. boisson d'attente, non? Tu parlais d'une boisson d'attente sur un autre podcast, je crois. Oui, oui, Est-ce que oui. tu peux nous en dire Ouais, plus? bravo, bravo, bravo. Ouais, ouais. Je prends une boisson d'attente en fait avec fructose, maltodextrine dans l'heure qui suit. En fait, moi, bah, après, je suis très, j'ai beaucoup de pas, on va dire, j'ai des habitudes, mais c'est presque des superstitions. C'est-à-dire que j'aime arriver sur les lieux 1 heure avant. Bon, j'arrive avant, mais je veux dire, j'aime arriver le jour, 1 heure avant ma course. Pour faire tout mon, bah, pour laisser mon sac, prendre ma boisson d'attente. Je prends une boisson d'attente de 500 millilitres. Je prends ma bouteille d'eau aussi et je mélange les deux pendant mon warm-up. En fait, je m'échauffe dehors tout le temps. Je fais 10 minutes d'easy jog, je fais tous mes running drills. Après, quelques strides, donc quelques accélérations. Ça va me prendre une vingtaine, trentaine de minutes. Je bois ma boisson d'attente, mon eau, j'alterne les deux. Et je me mets dans le sas d'échauffement où il y a le ski air. Et là, en général, je fais 4-5 fois 100 mètres de ski erg. En progressif, je fais 100 mètres, pas trop fort, et 100 mètres de plus en plus fort.
Et une fois que j'ai fait ça, si je peux, je pousse un tout petit peu le sled, mais vraiment un tout petit peu. Je vais le pousser sur 5-7 mètres pour activer le système nerveux. Mais pas tout le temps, parce que souvent, les mecs se jettent dessus. Et ils se crament, les mecs font des allers-retours. C'est un peu stupide. Je fais même pas de fente. Honnêtement, je fais même pas de fente. Parce que je suis chaud et il n'y a pas de risque de... Franchement, j'ai pas de risque de me blesser à 30 kilos sur des fentes. Et j'aime bien couper 5-7 minutes avant de plus rien faire. Je me mets dans mon sac, je me place devant, je prends mon gel et go, hein. Pour revenir sur les feintes, tu en parles, j'aurais bien aimé savoir quel type de feinte tu fais. Est-ce que des fois tu vas chercher un peu à alterner des flexions de genoux un peu exagérées, des fois un peu moins? Est-ce que tu vas chercher que des grands pas vers l'avant? C'est vrai qu'on en a pas parlé. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des tips par rapport à ça, s'il te plaît? Alors, le problème des... Alors, la fente la plus pratique, celle qui va être la plus rapide, ça va être la grande fente. Le problème de la grande fente, c'est qu'il va avoir quand même un gros traumatisme sur la chaîne postérieure. Vous prenez un écart très large et des fois. Donc en fait, quand j'essaie de mettre, en fait, il faut trouver la fente. Moi, j'aime bien trouver la fente intermédiaire, pas la fente trop courte, pas la fente trop grande, qui peut te faire rattraper du temps sur les autres concurrents, mais qui va faire quand même relativement mal. Donc moi, je prends une fente qui est, on va dire, moyen plus. J'aime beaucoup, quand je peux, idéalement, je fais pas de pause, genre, je les enchaîne. Et quand ça commence à faire mal, je ramène la jambe arrière un tout petit peu au milieu, une fraction de seconde, pour désengager un peu de tension continue, et ainsi de suite, et j'enchaîne, et voilà. Après, tout ce qui est entraînement, je les varie beaucoup. En entraînement, je vais faire des fentes arrière, je vais faire des fentes en zercher, je vais faire du split squat, je vais faire beaucoup de travail latéral, je vais faire du step up sur la boxe, etc., etc. Ok. Ah, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi de varier les feintes pendant l'exercice. Vas-y, Vincent. Ouais, et finalement, l'épreuve reine du Aerox, c'est la course. Quels sont tes conseils ou les erreurs que tu as rencontrées pendant la course? Les erreurs, partir trop fort. En course à pied, partir à une allure qui n'est pas la sienne, je dirais. Et au niveau conseil, entraînement, faire beaucoup. Moi, je travaillerai beaucoup tout ce qui est séance un peu au seuil. Vraiment être capable, voilà, de travailler de tempo, de seuil, pour être capable de vraiment de maintenir les allures sur un Aerox et surtout spacer. En fait, c'est le secret, c'est spacer. Les gars se préparent pour des marathons, ils ont leur rythme, hein. Et je vois pas pourquoi un Aerox, même si c'est un effort un peu plus court, on spacerait pas. Et je pense qu'on a tout. Quand quelqu'un fait un marathon, il sait qu'il a son allure, il sait qu'à 10 km, il a son temps de passage. Voilà, après, il peut avoir une panne physique sur un marathon quand ça dure 3-4 heures. Mais voilà, moi, c'est de partir trop fort. Après, pour l'entraînement, c'est vraiment d'y aller progressif si on n'a jamais couru, augmenter son volume, faire du compromise run, voilà, faire des séances où on va mélanger station et course à pied parce que voilà, pas faire que de la course à pied. Mais voilà, moi, ce serait ma base et après, faire appel après un bon coach parce que se préparer seul, c'est pas facile. Et pour les auditeurs qui peut-être ont du mal à connaître leur pace, tu parles de séance au seuil. Par exemple, j'ai mon temps sur 10 kilomètres, on va dire quelque chose de facile, je fais 40 minutes aux 10 kilomètres. En course, tu me conseillerais quoi? Ça veut rien dire ce temps-là, il faudrait que je fasse Bah, un moi, autre test pour ouais, avoir. j'aime bien prendre le temps aux 10 km. J'aime bien prendre suite 5 aussi. C'est un équilibre. Moi, je pense que je fais un 10K, tu vois, c'est significatif, oui et non. Ça va dépendre de l'individu parce qu'il y a des individus qui sont pas forcément. euh, Moi, je te prends des exemples que j'ai, mais je te prends l'exemple d'un pote qui a pas pas du tout un gros volume de course à pied, qui doit avoir un 5 km aux alentours de 21, mais qui a un super compromise run. Du coup, il est capable finalement de courir son 5 km sur la même allure que son 5 km sur un Aerox, tu vois. Mais parce qu'il a, finalement, il est Ok. assez doué pour le compromise run. Donc, et alors qu'il y a des individus qui ont un 10 km en 36 et qui vont courir, moi, j'ai un élève, tu vois, Benjamin, je lui fais une dédicace qui est en 17,30 au 5 km et qui a fait un Aerox avec 4,30 de moyenne. Vous voyez la différence? Ouais. Hmm. Il passe d'un 3,30 à un 4,30, ça fait une minute de décalage. Donc c'est une base de données, mais c'est pas une valeur sûre forcément. Ok. C'est une base de Vous données avez à encore, affiner.
Vous avez encore des questions, les gars, sur vraiment les exercices avant qu'on parle sur plus la généralité comme le matériel ou la nutrition? Non, c'est bien, on peut. Oui, on peut enchaîner, Allez, ouais. nickel. Partons sur ça. Alors, c'est vrai que c'est une part aussi importante. Ouais, vas-y, Hyper. Et du coup, pour que les gens se rendent compte, la performance, une performance comme la tienne en Aerox, c'est pas gratuit. Qu'est-ce que ça demande comme volume d'entraînement sur la semaine? Actuellement, je peux bien te la quantifier. Je suis à 12 heures semaine en moyenne, entraînement. Ouais, en moyenne, c'est 10-12 heures d'entraînement semaine pour moi. Je sais que c'est la moyenne à peu près. C'est la moyenne. Après, il y en a certains qui montent un peu plus haut. Mais en tout cas, quand ça monte plus haut, il y a beaucoup de volume, mais facile. Hmm. Hmm. Ouais, du temps passé facile. Il n'y a pas de haute intensité tout le temps, quoi. Ouais, bien sûr, c'est vrai que là, pour pas se blesser, justement, non? C'est pour ça, tu parles du travail sur vélo, par exemple, des choses comme Ouais. ça? Ouais, moi maintenant, je sais que je mets beaucoup de travail sur ergo, mais facile. J'ai 2 séances de rameur et une séance de skieur où j'inverse par semaine. Ouais, c'était Shane qu'on avait eu, hein, qui parlait de l'importance de la zone 2 aussi pour la Hmm. récupération, hein, qui va permettre Bah, derrière Sean, de moi mieux récupérer. c'est à lui ces tests de lactate. C'est à lui qu'on a pris ces tests de lactate là. Ouais, Ah ben, Ok. on l'a reçu d'un ouais, 1000%. Et finalement, tu fais de la zone 2 en ski erg et en rameur, c'est ça? Comme un, exactement. un coureur Exact, pourrait faire son volume d'entraînement en zone 2 pour de la course à pied, toi au final tu le fais sur du exactement. spécifique là-dessus, T'as tout compris. Ouais, ouais, c'est ça, comme Pierre. ça le, Ouais, le transfert se chose, fera bien. chose que je ne faisais pas avant le championnat du monde. C'est pour ça que je te dis, j'optimise un peu mieux là. Hmm. Ouais. Mm. Et pour avoir une idée de volume dans la semaine, un ski erg et un rameur, ça correspond à combien de kilomètres à peu près? Si La tu peux semaine nous donner ces dernière, infos. si je te dis pas de bêtises, je crois que j'ai dû faire 10 km de ski, hors intervalle, mais je sais que j'ai fait une séance où il y avait 10 km de ski, et rameur, j'ai dû faire en tout, hors intervalle sur des conditioning, j'ai Hmm. fait 16. J'ai fait une de 10, une de 9 km 6 et une de 6 et quelques. Ok, moi ça fait 15 Avec kilomètres à des peu près alors. dampers, voilà, ouais, avec des dampers différents, avec des power strokes différentes, tu sais, avec des cadences différentes. Je travaille vraiment tout, Ok. voilà, des dampers, je passe de 4, 5, 6 de résistance avec vraiment des cadences de tirage qui passent de 24 à 28. Tu vois, je travaille vraiment des paces, de la technique. Voilà. Ah, c'est intéressant d'avoir ce volume-là et je pense que la nutrition, on en parlait, fait un gros est aussi importante. Comment tu fais, est-ce que tu as une alimentation riche en glucides? Est-ce que tu es riche en protéines? Comment tu fais au niveau c'est quoi tes piliers pour l'alimentation justement? Ma priorité, avec ce volume d'entraînement qui implique en général 2 séances quotidiennes, ça va être d'avoir des glucides rapides autour de l'entraînement pour pouvoir me rentraîner facilement sans avoir de problème de digestion. Mon objectif, si tu veux, ça va être de refaire des stocks de glycogène assez rapides et de pas avoir de problème digestif pour pas que ça embête mon entraînement après. Donc en fait, beaucoup de glucides finalement, beaucoup de glucides simples. Je vais, tu vois, prendre pas mal de boissons d'effort. Je prends le longue distance. Bah, je pense sur les NutriPure, mais voilà, je prends beaucoup de longue distance pendant les entraînements pour des séances qui durent plus d'1 heure. Sinon, je prends que des électrolytes. Ça va dépendre. Et après, pas mal les barres, pareil, des nouvelles barres de NutriPure, les barres énergétiques aussi, un peu avant l'entraînement ou des fois en milieu de séance pour pas avoir de baisse. Pas mal de compotes aussi, banane mûre, compote, pas mal de trucs rapides comme ça. J'évite tout ce qui est source de lipides aussi, trop proche des entraînements pour éviter d'avoir un problème au niveau digestif. Et l'hydratation aussi, beaucoup, pas mal de sel autour de l'entraînement. Et voilà, hein. En général, c'est voilà, beaucoup de Et glucides effectivement. et après tes repas, tes repas réels, ce que tu manges, comment tu fais pour organiser une Alors, journée alimentaire? Enfin, c'est quoi une journée type d'Alan? une journée type d'Alan, c'est en général c'est réveil à 5 heures. En général, c'est une séance de course à pied quand même très souvent.
la première séance de la journée. Donc c'est très rare que je parte à froid comme ça. Donc en général, même s'il y a un warm-up, je fais un tout petit peu de mobilisation, hydratation. Je bois, mobilisation 5-7 minutes. Donc je pars à jeun souvent. Ça me pose pas de problème, même sur des séances difficiles. Parce qu'en général, la veille au soir, ce que je fais, j'ai pas mal de glucides la veille au soir. Toujours. Quand je sais que j'ai une séance le matin qui est à 5 heures du matin ou 6 heures du matin, le soir, je charge beaucoup en hydrates de carbone. Donc du coup, séance à jeun en général. Juste après l'entraînement, pareil, en général, je prends des électrolytes. Je bois pas mal. Le premier truc que je fais, c'est me réhydrater. Je mange pas. C'est me réhydrater, c'est la première étape. En général, le petit-déj, je prends souvent la même chose. Je tourne à œufs et farine de patate douce et je mets des sucres rapides, je mets du miel. Et je peux me faire des smoothies de fruits aussi, mais voilà, ça c'est assez simple. En général, je prends en milieu de matinée parce que j'ai faim, je prends une collation. Je vais prendre souvent 2 compotes pour avoir des sucres rapides et quelques amandes. Tu vois, au repas après à midi, un repas très classique, tu vois, riz, pâtes, source de protéines, un peu de lipides, fruits, et c'est surtout à 4 heures là où si je en fait ça va dépendre de ma deuxième partie d'entraînement. En fait, si je sais que j'ai un entraînement vers 3-4 heures et j'ai pas la chance de le faire plus tard, ben là je vais prendre peut-être juste des glucides simples, peut-être deux compotes, ma barre, je vais pas prendre de protéines. Et là, je vais mettre, pour éviter de trop cataboliser, je vais mettre peut-être des BCAA avec de longue distance dans l'eau. Si j'ai pas une source de protéines proche. Tu vois, si j'ai mon repas à midi, je m'entraîne à 4 heures. Du coup, là, je vais mettre peut-être des BCAA parce que je sais que je vais finir vers 5h30. Ça fait plus de 5 heures, du coup, 5h30 sans une source de protéines. Donc là, je mets BCAA longue distance. Et après, vraiment une collation rapide après l'entraînement. Souvent, pour refaire les stocks, je vais prendre crème de riz qui se digère super rapidement et une source de whey, de protéines. Et après mon repas du soir, que je vais plus ou moins charger en hydrates en fonction de ma séance du lendemain. Voilà un peu ce que je fais. OK et c'est vrai que c'est intéressant et après en termes de complémentation, est-ce que par exemple tu vas prendre je sais pas, du magnésium, des oméga Alors toute 3? Est-ce que c'est l'année, quelque chose que tu prends? toute l'année, ce que je prends, c'est multivitamines, donc tout fini Nutri-Pur, oméga 3, magnésium, collagène, créatine, je cycle. Maintenant je cyclais pas pendant des années, maintenant je commence à faire 6 semaines oui, 2 semaines non. Longue distance, donc électrolyte, longue distance là, qui est voilà électrolyte plus sucre rapide. Et globalement c'est tout. Gros défaut chez moi, pré-workout, c'est pas bien, caféine, mais voilà, j'en prends un peu trop, j'en abuse un peu, mais Et Vas-y pour la Pierre. créatine, pourquoi tu cycles ta créatine? Pour être plus sensible? t'as tout compris. Je trouvais que j'étais plus sensible en fait. Ok. Ouais, Et du coup, tu il faut cycles que je... pour avoir ton stock de créatine pour quand t'as ta compète, tu sais Eh, que... bravo Ouais, Pierre, ouais ok. c'est ça. Hmm. D'accord. Ouais, je fais ça maintenant. Alors Et pendant des années, j'en prenais tous les jours, hein. Et puis, j'ai l'impression que ça me faisait plus rien. Je me suis dit, bon, je vais changer un peu. Alors, j'aime hmm, bien faire une phase de charge. J'aime bien prendre les 5 premiers jours une vingtaine de grammes, tu vois, en prise 5-5-5-5. Je trouve que ça marche un peu plus rapidement. J'ai pas l'impression de prendre plus de poids que ça quand j'en prends. Tu sais, faire de la rétention d'eau. Ouais, je fais ça. Après, est-ce que ça m'aide énormément? Je sais pas. Mais j'en prends. Écoute, c'est un des compléments les plus étudiés depuis les années 2000. Donc, je crois qu'il a fait ses preuves, hein, quand même. Donc, hmm. Et du coup, tu prends en pré-workout, c'est un booster que tu prends? c'est pas bien, je sais, D'accord. les gars. Non, il y a pas de sous-entendu là-dessus. Mais et tu t'en prends systématiquement aussi? En fait, je bois pas de café. Donc, je te cache pas que des moments, le sommeil, je morfe. Bah, avec un enfant, tu morfes quand même. Hmm. Je vais pas te dire que sur 30 jours sur un mois, je dois avoir quand même 5, 7, 8 nuits qui sont embêtées. L'air de rien, tu sais, tu te réveilles quand même. On a un rythme de vie. Alors l'année prochaine, si tout va être un peu mieux coordonné pour moi, je pense que je me suis un peu plus professionnalisé. Je pense que j'ai des revenus extérieurs de sponsors, donc je vais pouvoir un peu moins travailler, moins tôt et moins tard.
Donc je pense que mon rythme familial va être plus simple, c'est-à-dire que je vais rentrer plus tôt, ma fille va moins m'attendre le soir parce que du coup on a un cercle vicieux, c'est que je rentre tard et que ma fille m'attend pour dormir souvent. Du coup, tu sais, on couche tard, il suffit qu'elle se réveille dans la nuit une ou deux fois, j'ai un client à 6h30 du matin, tu vois. C'est un rythme de vie qui est pas facile, j'ai pas un volume de sommeil, j'ai un volume de 6 heures de sommeil, c'est très peu quand même. Mm. Donc c'est dur. Ju- C'est pas suffisant même. C'est justement ce que Ouais. justement ce que j'allais te dire. 6 heures, c'est très peu par rapport au volume que tu fais. Tu fais même pas une sieste ni rien. Bah en fait, quand tu fais un volume d'entraînement de 12 heures par semaine et que tu fais à peu près, tu comptes une moyenne de 7 à 9 heures de cours par jour, ça laisse peu de temps, hein. Et tu fais 6 heures de sommeil, Ouais. c'est dur. Donc oui, c'était très très dur. J'ai vécu une année d'enfer. C'est la consécration, mais vraiment, bah, j'imagine que je suis pas seul dans ce cas-là, attention. Mais ça a été très dur de maintenir qualité de vie et qualité d'entraînement. Ça a été très dur. Il a fallu jongler. Je vous cache pas que ça a été prise de tête de nombreuses fois. Bah, dans la vie de couple, c'est dur aussi. C'est dur, quoi. Franchement, c'est difficile. Juste pour faire un petit retour, bon, que tu cites la créatine, ça, c'est ton expérience perso. C'est plus ou moins la première fois que je vois, enfin, que j'entends parler d'une espèce de résistance ou que s'en tirer plus les effets. Mais ça, c'est ton expérience. Si tu le sens, tu te connais bien. Par contre, que tu cycles les boosters, ça, c'est certain Euh, que tu Ça, peux c'est améliorer ta sincèrement la sensibilité, caféine. hein. Ouais, à la caféine, ouais. Bien sûr, je suis même plus sensible. Je pense que c'est plus mental maintenant que c'est Oui, de prendre ça et de. Oui, oui, tout ça à te fait, tout à rassure. fait. Ouais, ça me rassure. Après, je suis capable de m'entraîner sans ça. Je le fais parce que la preuve le matin, des fois, par exemple, quand je vais courir le matin, j'en prends pas, hein. Tu vois, je fais des aérox sans, hein. Pour te dire, je prends pas de caféine avant les aérox, hein. Hmm. Donc, ouais, c'est une habitude, mais après, c'est le rat qui se mange la queue, tu sais. Tu le prends un peu tard, tu le prends à 4 heures, ton sommeil il est moins bon, du coup tu dors pas bien, du coup t'es fatigué le lendemain, donc tu en reprends, tu vois. C'est un cercle vicieux Hmm. qui est terrible. Et au niveau du matériel, c'est vrai que moi, c'est une question que je me pose parce que il m'arrive de courir, enfin, je cours pas mal, mais c'est vrai que j'arrive pas à avoir je me dis pour les fentes, tu vois, moi, j'aime bien faire mon renfo, souvent, en chaussettes, tu vois, ou pieds nus à la salle, enfin, ça dépend, parce que je trouve que les chaussures de running, elles sont un petit peu, peut-être pas instables, tu vois, mais cette sensation un peu molle qu'on peut avoir, tu vois? Toi, tu fais comment? Comment choisir une bonne Alors, paire, notamment il pour, y a est-ce que deux tu écoles. une paire de renfo? Ouais, alors il y a deux écoles. Moi j'ai beaucoup aimé ce qu'avait dit Benoît Saint-Denis. Il avait fait une vidéo avec Thibaut InShape. Il s'entraîne en minimaliste. Il expliquait même sur ses gros listes parce qu'il expliquait que lui dans la cage il était pieds nus. Et je trouve que c'est une certaine logique. Moi, demain, quand je vais pousser un sled ou quand je vais jeter un wall ball, je vais être en running. Donc j'ai envie de te dire, je préfère faire mes lifts sans ceinture, mes deadlifts sans strap, mes squats en running, pour être habitué à faire, même si c'est un wall ball de 9 et que c'est pas pareil que faire un squat à plus de 100 kilos, je préfère. Après, il y a un risque. C'est sûr que c'est sûr que t'es plus fort à plat, hein. Bah, notamment sur un deadlift, quand même, tu fais un pied au sol ou t'as ça de drop, c'est pas pareil, hein. Donc, ce que tu conseilles aux gens, c'est de s'entraîner avec les chaussures de compétition, tout simplement. Enfin, de C'est garder mon un peu avis. cette logique. C'est mon avis. Voilà. Après, pourquoi pas faire quelques lifts peut-être pour s'amuser un peu lourd des fois avec des chaussures de Metcon, tu vois. Mais moi, je préfère. Mm. Et Et est-ce qu'il y a est-ce des qu'il chaussures existe qui... ouais. Est-ce qu'il existe des Vas-y, vas-y. chaussures hybrides? Vu que l'Aerox est une discipline hybride, est-ce que les Euh, marques proposent des chaussures qui se Ben, rapprochent de ça? l'Aerox, ils ont fait. Alors, je sais que Puma, ils sont sur le développement d'une super chaussure là. Mais ils ont fait la Deviate Nitro Elite 3, qui est une chaussure qui est améliorée par rapport à la version 2, qui est plus légère, qui a une stabilité et un grip assez incroyable. Parce que faut pas croire, parce que sur le set pull on glisse pas mal, sur les set push aussi. Donc ouais, Puma, ils ont fait vraiment une chaussure adaptée. Après, il y en a qui courent avec d'autres marques, mais c'est vrai que Puma, ils se sont vraiment perfectionnés là-dessus et je pense ils ont le monopole. Et quand tu cours
tu cours avec ces mêmes chaussures ou est-ce que tu vas courir avec Alors, d'autres chaussures, tu sais, moi là j'ai celle-là pour ça c'est des Elite Nitro 3. Elles sont OK, extrêmement légères, donc elles sont améliorées par rapport à la version précédente. Celle-là, il y a 100% de plaques en carbone. Elles sont fabuleuses. Alors ça, je les utilise, c'est très fragile. Je les utilise pour mes séances de piste, mes séances rapides et mes courses mes compétitions. Et si je vais aller OK, faire, bon, j'en fais pas beaucoup, mais si je vais faire une course de 10 km ou 5 km. Après, OK, j'utilise la version un peu en dessous pour tout ce qui est séance un peu compromise run ou long run, qui est la Deviate Nitro 3, pas la Elite, donc qui est quasiment similaire. Si je dis pas de bêtises, il y a 50% de plaques. C'est pas la même plaque, il y a 50% de plaque au lieu de 100%, et qui est un peu moins dynamique, qui est un poil plus lourde. Mais voilà. Et après, moi, je pense qu'il faut faire tous ces easy run en chaussures sans plaque. OK. De easy run, ouais, tu vois, c'est tranquille et plus quand Ouais, tu mets de l'intensité, à ce moment-là, tu choisis une chaussure qui a plus de ouais, rebond, bien, ouais, exactement, plus de vitesse. exactement. Et par contre, donc tu ne t'entraînes pas forcément au renfort avec tes chaussures de compétition alors, N- si je comprends euh, mieux? non, 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 ça non, par contre. Mais après, De temps en temps un petit peu quand même? de temps en temps un petit peu. Après, elles sont assez similaires. Ce qui va faire la plus grosse différence, c'est la plaque, la légèreté. Mais OK. la déviette Nitro 3, la Nitro 3, franchement, honnêtement, je pourrais très bien m'en servir pour une compétition. Honnêtement, vu la qualité de la chaussure, elles sont hyper dynamiques OK. aussi. Franchement, elles sont monstrueuses aussi. Donc, Et même au niveau de la stabilité, tu pas euh, trop de problème au niveau de la cheville, ça tient bien? franchement, euh, franchement, quand tu vois, je sais pas si on voit bien, mais elles sont assez. Tu vois, ça c'est hyper léger, c'est de la mousse quoi. Elles sont hyper plates, hyper légères. Tu vois, il n'y a pas non plus une grosse différence entre l'avant et l'arrière, donc c'est assez. Tu vois, ils ont fait exprès. Mmh. Il y a un grip plus plus. Franchement, moi j'adore. Moi j'adore. Ça a vraiment été une chaussure conçue presque que pour l'Aerox presque. En Ouais, fait, et je crois là que Puma je. est sponsor, non? Oui, ouais, ouais. Puma maintenant est partenaire officiel de l'Aerox pour un petit moment et ouais ils ont vraiment amélioré ils sont sur vraiment le prototype de faire une chaussure vraiment faite pour l'Aerox. Vraiment ils vont OK. faire un truc Et est-ce que tu petite question, est-ce que tu seras présent à l'Aerox à Marseille? Je sais que tu es marseillais, il y en a un ouais qui est bientôt prévu. D'ailleurs, je crois qu'il alors y a encore, on peut encore, s'inscrire. ouais je suis inscrit alors mon calendrier ça de la saison alors on va chercher la qualification pour l'Elite 15 on va essayer donc je vais aller à Milan le 20 octobre. Je vais enchaîner avec la Pologne quelques semaines après. Si tout va bien, si j'ai deux temps corrects, ça me donnera une qualification pour un majeur à Hong Kong qui sera en novembre. Donc là, il va falloir partir pour aller à Hong Kong. Sympa. Ouais, c'est sympa. Madame est très contente, vous imaginez. Et Mais tu la prends pas dans les bagages? ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Je vais aller à Paris faire un double avec un super copain avec Thomas Fry qui est un super athlète, qui est devenu un copain et qui est un super athlète qui est à suivre. Honnêtement, moi, beaucoup le suivent. Là, qui vient de faire une course, je sais pas si vous avez suivi, mais qui vient de faire 100 km, 1000 tractions, 1000 dips Ah oui, j'ai pour le vu. cancer. C'est un Pour une gars, asso, ouais. on est adversaires, mais on est devenus amis par la force des choses. On n'a pas la chance d'habiter à côté, mais on s'entend extrêmement bien. Donc on va aller faire une course, mais on va faire un double open parce que lui il est en pro le samedi et on va essayer de faire un super temps ensemble. Je pense que ça va être génial. Donc on va essayer de péter un record quoi. Bon le record est très dur à battre, on est lucide sur ça, il est de 48 minutes et ce sont Rich Ryan et Pelayo qui ont fait ce record, ce sont des monstres. Mais voilà, on va essayer de faire un super temps, un peu promouvoir l'Aerox FR, que de français, voilà, on va essayer de faire un super temps. Après, donc, si j'ai bien performé, donc Hong Kong fin novembre. Et après, bien sûr, Marseille. Pour rien au Super, monde, nickel. j'aurais envie de le rater le 7 décembre à Marseille. Ça fait un moment que je l'attendais, donc non, je le louperai pas.
On sera là et je crois qu'il reste encore quelques places. Donc, si les gens veulent découvrir l'Aerox, moi j'avais une question par rapport à justement les gens qui peut-être voudraient le faire en double. Comment ça se passe? Chacun choisit ou est-ce que tu fais la moitié de tout? Tout le Comment ça monde, se passe? tout le monde court ensemble. Tu es obligé de courir, tu n'as pas le droit de commencer ta station tant que ton partenaire est pas là. Et après, tu partages comme tu veux, de la manière la plus stratégique possible. Sachant que moi, je dis toujours, le meilleur runner commence et termine les stations pour pouvoir laisser Ok. récupérer son partenaire. Mais donc, à la limite, est-ce que ça serait possible de rien faire, faire aucune station et que l'autre fasse 100% des stations? Ouais, bon, ça serait pas très logique, mais oui. Oui, oui. Ouais, d'accord, Ouais, ok. Non, mais c'est pour comprendre la ouais, logique. ouais. Ok. Ben écoute, merci. Vous avez une question, Et les gars, peut-être, non, pour clôturer? j'ai peut-être une petite question. Tu étais déjà un athlète complet, tu as fait du tennis, des sports de combat, mais et qu'est-ce qui a fait que tu as accroché à l'Aerox? C'est la compète, c'est le mental? Qu'est-ce qui a fait la différence? Bah, je pense que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir fait un Aerox Pro la première fois et d'avoir fait une troisième place en âge groupe sur ma première compétition. Et je pense que, je vais pas dire que j'aurais abandonné, mais je pense que j'aurais pris une grosse claque. Peut-être que ça m'aurait un tout petit peu découragé. Et le fait d'avoir été performant dès le départ, bah, ça te pousse à te dire, ah, bah, peut-être, en fait, je suis pas mauvais, tu vois. Donc après, il y a cet esprit un peu compétiteur, il y a cet esprit résultat que j'ai eu assez rapidement et qui fait que tu accroches au truc aussi, hein. J'aurais été à des kilomètres des premiers, j'aurais été à l'agonie, peut-être que je t'aurais dit, bon, j'arrête, tu vois. Je sais pas. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour un grand public, pour le crossfitter peut-être qui voudrait travailler sa course à pied et son endurance. Ça peut être intéressant pour le coureur qui fait pas de renfo et qui va avoir une base un peu plus santé aussi et se renforcer. Ça peut être aussi très intéressant pour un sédentaire qui fait pas du tout de sport et qui veut un sport très complet. C'est Hmm. quand même tout simplement, j'ai l'impression que c'est un des sports les plus complets du moment. Je sais pas si c'est que la mode, si ça restera ou pas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un phénomène qui est parti pour durer. J'ai l'intime conviction que oui, parce que au final, les courses sont les mêmes, mais aucune course se ressemble. C'est un peu contradictoire ce que je viens de dire, mais c'est-à-dire que c'est le format, tu le connais à l'avance. C'est comme un triathlon, tu vois, tu sais ce que tu vas faire. Mais au final, aucune course se ressemble. L'ambiance est incroyable. L'organisation est plus que parfaite, j'ai envie de dire. Honnêtement, pour avoir fait 8 ou 10 Aerox depuis, franchement, c'est quand même très costaud l'organisation. Tu passes à heure précise à chaque fois. Pour avoir fait d'autres compétitions hybrides, c'est pas aussi bien, honnêtement. Euh, c'est dans des beaux endroits, souvent là, c'est quand même dans des endroits sympas, dans des belles villes. Franchement, je vois pas pourquoi ça durait pas, moi, tu vois. C'est génial, quoi. Tu peux le faire en famille, en couple. Fantastique, moi, je trouve. Et est-ce que tu as une période d'affûtage avant ta compète? Est-ce que par exemple 2 semaines avant ou 3 semaines avant, tu commences à réduire ton volume, ton intensité, ou est-ce que tu gardes un peu d'intensité mais en baissant ton En volume? général, Est-ce que tu peux... j'ai un pic d'intensité à peu près à à 2 semaines de la compétition. La semaine d'après, j'ai une semaine très intense, mais un poil moins d'intensité, mais quand même très intense. Et après, j'ai ma taper week, comme un gars qui allait va faire un marathon ou quoi, où je garde en général 2 jours à intensité, le lundi et le mercredi, où je vais faire des stations Aerox avec pas mal d'intensité, mais sur des formats un peu plus courts. En général, je mets un AMRAP de 40 minutes le mercredi et 3 rounds, je fais sensiblement la même chose. 3 rounds de station le lundi avec des allures de course. Le mardi, je mets un tempo, souvent de 45 minutes. Le jeudi, un easy run ou pas, ou un repos. Championnat du monde, j'ai fait repos jeudi. Et la veille, ça semble dingue, mais j'ai fait 4 fois 1000 mètres et 4 fois en run, mais easy, tu vois, à 13 km heure. Et 4 fois 1000 mètres au rameur, la veille de partir à Nice. Le vendredi, quoi. Je suis Ok, parti à Nice le vendredi, mais voilà, la veille de compétition. Après, c'est moins, ouais, après, tu nickel. vois, voilà. Ouais, c'est sûr. Chacun, après, je pense que l'affûtage, chacun se gère. Il faut aussi Mm, le retour d'expérience après et la fraîcheur qu'on a mm. derrière. Peut-être un mot pour conclure, Alan, si tu veux. Peut-être. Ah, bah, Pierre a une question, vas-y, Pierre. Oui, mais
est-ce que tu aurais des sources de documentation à proposer aux auditeurs? Où est-ce que tu vas chercher tes informations? Qu'est-ce que un conseil de Oh, lecture? non. Après, là, c'est cool qu'on ait fait un podcast sur ça. Il y en a très peu en France. Il y a beaucoup en anglais, hein. Il y a beaucoup Rocks Life qui fait ça, mais c'est tout en anglais, donc il faut être un peu. Ah, il a disparu, je crois. Il y en a un qui a disparu. Ouais, C'est il pas s'est grave, t'inquiète. téléporté. Ouais. Et il faut. Non, je pense qu'il faut. Il y a pas tant que ça. Il faut me suivre. Je pense que je mets pas mal de tips quand même. J'en mets énormément. Je documente quasiment que ça, donc j'ai même dévoilé pas mal de secrets quand même. Mais Ouais. je suis hyper transparent sur ce que je fais. Je cache rien. Honnêtement, je cache rien du tout. Tous mes entraînements, je les montre. Ouais, il y a ton Strava aussi. Ouais, je cache pas moi. Exactement, Pierre. Moi, je cache rien. Il y a beaucoup d'athlètes qui cachent, qui ont pas de Strava. Moi, je cache rien. Ou qui mettent Franchement. que les entraînements faciles sur Strava, qui veulent pas mettre les Non, séances moi, je suis fractionnées. hyper transparent. Je mets beaucoup d'entraînements. Je poste beaucoup de choses, mais beaucoup de tips. Donc, ouais, je pense que faut me suivre. Je pense qu'il y a beaucoup d'anglo-saxons qui mettent pas mal de tips aussi, donc c'est cool. De toute façon, si vous On avez des mettra en questions, description de la vidéo. Hein. eh oui, Mm. si vous avez des questions pour Alan, mettez-les en commentaire sur la vidéo et abonnez-vous à Alan sur Instagram. Tu peux donner ton Insta, Alan? Ben moi, de toute façon, c'est Alan KO et tiré à la fin tiré du bas, donc vous allez me trouver rapidement. Alan ALAN CAO. Nickel. Facile. Ben, merci beaucoup, Alan, en tout cas, pour Merci ce beaucoup, les podcast. gars. J'espère que ça plaira aux Ouais, auditeurs. j'espère aussi. Ouais. Et on ira se faire un petit. Ouais, Fais-moi un truc tranquille, s'il te plaît. Ben on Fais-moi un truc fait. tranquille. Je veux qu'on aille courir ensemble, mais il me propose des séances. Il m'a proposé un Ce matin, 3,30, 4,20 pendant 5 minutes. là, ce matin, elle était horrible. Heureusement qu'on n'était pas ensemble ce matin. Ce matin, j'ai été bidon. Là, j'ai été bidon en plus. J'étais défait. Ce matin, j'avais j'avais une séance de VO de max couplé avec du seuil. Et en fait, le deuxième bloc, je devais tourner 40 secondes à 2,50, 3 kilos. Et enchaîner immédiatement avec 2 minutes 30 à 3,35. Et c'était Ah, l'enfer. c'est pas pareil. Ouais, c'est l'enfer. Mais tu vois, moi, c'est intéressant, on en parle sur la fin, mais tu vois, même pour un profil comme le mien, où moi, je suis plus habitué à faire vraiment du long, je m'étais préparé pour un ultra comme ça Ouais. avec un ami. Et c'est vrai que c'est des intensités que je touche jamais, tu vois. Donc, c'est vrai que ça peut que m'apporter personnellement. Et je pense à tous les gens, même les marathoniens en hors saison. Je pense que c'est un excellent moyen de progresser parce qu'on va chercher des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, des faiblesses, que ce soit la force, que ce soit l'intensité. Donc, vraiment, c'est À hyper l'occasion, tu intéressant. viendras à ma salle, on se fera un training. Allez, vas-y, Voilà, quand tu veux, c'est noté. Mais merci à gère-moi, tous, en me tout fais cas. pas un truc trop, Ouais. trop dur. Merci Avec à grand tous plaisir. de nous avoir écoutés. Mettez vos commentaires, Laissez-nous vos avis. abonnez-vous Ouais. et donnez-nous Allez, de la force. merci à tous et à très À vite. bientôt. Merci À Tous bientôt. les Alan. dimanches, on Ciao, le ciao, sait. les gars. Ciao, ciao. Plus.